Armand Pactot est un pur Vendéen, né le 25 septembre 1920 à La Réorte, en Vendée. Plus précisément au village de Châteauroux, ancienne résidence d'été des évêques de Luçon, de Richelieu y compris. Ses parents étaient cultivateurs. Son père, héros de la guerre 14-18, chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, plusieurs fois blessé et détenteur de 4 citations, aurait pu être capitaine dans l'armée, s'il avait écouté son colonel en 1919. Sa mère était une Herbreteau, une famille dont les membres sont répandus dans presque toutes les communes de Vendée. C'était une femme très sérieuse, attentionnée, très croyante, et une mère de famille modèle. Aîné de 7 enfants, Armand Pactot a dû quitter l'école à 12 ans et demi. Il a été placé comme domestique agricole dans une ferme de la région pendant 5 ans. Depuis l'âge de 12 ans, il avait projeté de s'engager dans l'armée dès qu'il aurait atteint ses 18 ans. Je n'avais aucun avenir dans l'agriculture. De toute façon, je n'étais que comme ouvrier seulement. J'aurais été fils de fermier, avec continuité dans la succession, d'accord, mais là, il n'en était pas question. J'étais l'aîné de 7, alors bon, il fallait absolument que je trouve une carrière indépendante. On me dit, où voulez-vous aller? Le plus loin possible. Ah, on m'a dit, vous ne pouvez pas aller plus loin que l'Afrique du Nord. Parce que pour aller en Afrique noire, il faut avoir 20 ans, en raison des maladies qu'on peut y trouver. Ce qui fait que je suis parti pour l'Afrique du Nord, ou au Maroc, de préférence. Bon, alors, où au Maroc? Le plus loin possible. C'était Marrakech. On ne parlait pas de Marrakech comme maintenant à tout bout de champ. Marrakech, c'était, malgré la grandeur de la ville, c'était quelque peu négligé. On ne connaissait pas trop. Il y avait pourtant 100 000 habitants, mais enfin bon. Alors on me dit, où est-ce que je vais? Ah Bordeaux. Mais là-bas où à Bordeaux? Oh ça tu te démerdes. Tout simplement, voilà. Mais j'avais entendu dire par les anciens que ceux qui s'en allaient en Afrique du Nord, ils passaient par un organisme qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, le dépôt des isolés métropolitains. Le DIM, autrement dit. Bon, en arrivant à Bordeaux, où est le DIM? Bon, j'ai vu un zouave qui descendait du train. Ah, me dit, lui au moins, il est déjà passé, donc je vais le suivre, puis je verrai bien. On est allé d'un bout à l'autre de la gare à plusieurs reprises, on ne sortait jamais de la gare. Je dis, mais finalement je l'abordais, comme c'était un ancien, alors je disais vous, bien sûr, mais vous n'allez pas au DIM? D'ici, mais je trouve pas la sortie de la gare. Il m'a dit, mais mon cher, on est passé 2 ou 3 fois devant. Bon, mais je vais vous proposer quelque chose, moi. Vous allez me suivre, on va sortir de la gare, on va prendre un taxi, on va payer la moitié du taxi chacun. Bon, d'accord. Alors c'est ce qu'on a fait, 5 minutes après, on est rendu au DIM. Voilà. Puis ma foi, là-bas, ensuite, au DIM, un beau jour, on a pris le bateau pour le Maroc. Le Meknes s'appelait ce bateau, je me souviens. Et alors on a essuyé une tempête phénoménale dans le golfe de Gascogne d'ailleurs. Si bien que je n'ai pas fait beaucoup de dépenses sur le bateau, parce que je ne faisais que rendre. Et nous étions 400 en 4e classe, à se dégobiller les uns sur les autres. Ça n'était pas ragoûtant du tout, du tout. Alors moi je montais sur le pont, je me cramponnais dans des cordages, parce que les vagues passaient par-dessus le pont. Pourtant le bateau faisait 150 mètres de long. Et jusqu'à ce qu'un marin me trouve, puis allez, en bas, pas d'histoire. Puis ma foi, en arrivant à peu près à Gibraltar, on a commencé à voir les poissons volants qui passaient par-dessus le bateau. Ah bon. Alors la mer s'est calmée un peu. J'ai pas mangé grand-chose, mais enfin, quand je suis arrivé à Casablanca, alors là, c'était vraiment la ville blanche. Même bien plus blanche qu'Alger. Alger, à côté, faisait terme. Enfin bon. Et puis Marrakech ensuite, où l'été faisait une chaleur terrible. Si bien que la première année, au mois d'août, les jeunes Français nous ont emmenés à Mogador à l'époque, qui maintenant s'appelle, je sais plus comment, enfin bref. C'était pire qu'à la Légion, parce que la Légion était à côté de nous, il y avait qu'un mur en terre qui nous séparait d'ailleurs. Eh bien, c'était quelque chose d'effarant. Parce que c'était du bois, naturellement, notre plancher. Mais il fallait le briquer avec des fonds de bouteilles, de façon qu'on puisse se mirer dedans. Il y avait un lieutenant qui passait le matin avec des gants blancs, et sous les pieds de chalis, sous les lits,
hop, s'il y avait de la poussière, pam, dedans. Le lendemain de mon arrivée, avec un camarade de Bourgogne d'ailleurs, en revue d'armes, on nous a donné des fusils, on ne savait même pas les démonter, qui étaient rouillés. Finalement, on dit bon, le lieutenant passe la revue, il passe auprès de la chambre, on était une chambre de 20. On s'est rouillé, il y a des taches de rouille. 8 jours de prison. Je me suis dit, mais quand il va arriver à moi, qu'est-ce qu'il va trouver là? Il est arrivé à mon copain qui est arrivé en même temps que moi, qui était en face de moi. Oh là, on s'est rouillé, 8 jours de prison. Il arrive à moi, on s'est rouillé aussi, il a 8 jours de prison. Il dit, pardon, mon lieutenant, mais je me permets de vous dire que je suis arrivé hier. Et je savais même pas démonter le fusil, j'ai fait ce que j'ai pu, mais... C'est vrai, il dit au caporal, le chef de chambre, oui, mon lieutenant. Bon, alors pour cet homme-là, pas de prison. Il dit, pardon, mon lieutenant, mais mon camarade qui est en face est arrivé en même temps que moi. Alors, bon, alors pour ces deux-là, pas de prison, mais les autres, non. Eh bien, mon vieux, je commence bien, par 8 jours de prison en arrivant. C'était un protectorat. Alors, d'abord, déjà pour voir, nous, Troufion, en France, ils touchaient 50 centimes par jour, le Troufion. Alors, nous, là-bas, nous touchions 0,50 francs du gouvernement français et 0,50 francs du gouvernement marocain. 1 franc. Or, avec 5 francs, le samedi, ben, on allait au restaurant, on se faisait promener en calèche, on allait au cinéma ou au bordel, le cas échéant. Enfin bon, on faisait comme ça. Avec 5 francs. Si bien que je sortais avec un copain, avec 10 francs, on me faisait la nouba. Puis une fois, ben, j'ai 1 franc 50. Puis moi, j'ai 50 centimes. J'ai encore une chemise à vendre, chemise civile. J'ai dit, mais une chemise, ça valait 2 francs, 2 francs 50. Un costume, ça valait 8 francs. Je m'en vais au souk, on sortait du camp comme on voulait, en treillis. J'arrive au souk et il y avait des Marocains, des Juifs qui vendaient un tas de trucs. On a dit, voyons, j'avais enroulé ma chemise dans mon treillis, un tout petit bout qui dépassait, était blanche avec des rayures bleues, je m'en souviens. Enfin, d'un coup, il y a un marchand de gâteaux, un arabe qui s'amène. Il me dit, Shannon de quel camija? Combien la chemise? Quelle chemise? Ah, celui-là. Ah, m'a dit, je viens d'acheter, moi. J'ai acheté Zouj d'euro. C'est-à-dire, 2 d'euros, ça veut dire 10 francs. J'y donne 3 francs. Non, non, ça va pas. Non, je vais pas perdre 7 francs pour te faire plaisir. Non, mais oh. 4 francs. Là, ça veut dire non. 5 francs. Non, je me dis, voyons, 5 et 1,50, ça fait 6,50, c'est pas suffisant pour sortir. Puis je m'en vais. Ma foi, qui était quand même du coin de l'œil, ma foi, le gars qui revient. Le camija, tu veux pas l'acheter, que tu veux. Alors, j'y donne 6 francs. Là, je perds encore. Ouattara le machin. Bon. 7 francs. Là. 8 francs. Jebel Floss. Donne-moi le pognon de bord. Bon. Voilà le camija. Bon. Alors, quand je retourne à la piole, les autres disent, alors, et ta fameuse chemise? Moi, j'ai dit à l'autre qui s'appelait, on va pouvoir sortir ce soir. Ouais. Ben, j'ai les 8 francs sur mon lit, là. Alors, ben merde. Oh, ben alors là, c'est le prix d'un costume, ça. Ben d'accord. Il dit, mais quand tu auras fini tes 3 ans, il vaut mieux que tu restes là comme marchand, parce que toi, tu es plus fort que les Juifs et puis les Arabes. Alors là, chapeau. Alors, on a encore sorti ce soir-là. D'accord. On a bien fait, puisque le pauvre, il est mort, il a été tué à Jean-Blou. J'avais un copain qui était là-bas aussi, que je ne connaissais pas, mais il était de Vendée, il était de la Caillère. On avait des parents communs. Alors il savait, lui, que j'arrivais. Mais moi, je les connaissais. On ne se connaissait pas, ni l'un ni l'autre. Il avait 2 ou 3 mois de plus que moi. Il était arrivé 2 ou 3 mois plus tôt au régiment. Il m'a appris à faire mon lit au carré, ainsi de suite. Il me dit, mais, es-tu pistonné, toi? Je me dis non. Ah, moi, je suis pistonné près du colonel. Ben, tant mieux pour toi.
Puis il dit, mais en plus de ça, tu faire partie de la société La Cagouille et le Luma. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ah, mais c'est la réunion des Vendéens et des Charentais de Marrakech et des environs. Le général en fait partie, le colonel aussi. Mais on paye une cotisation. On me dit, moi je peux pas. Mes parents n'ont pas le sou, moi non plus. Alors, quand je serai au-dessus de la durée légale, on verra pour l'instant. Bon, il dit, mais attention, le peloton est commencé depuis un mois. On est 180, il n'y en aura que 120 de nommés. Alors, enfin, au fil des mois, bien sûr. Finalement, le peloton survient. Moi, j'ai rattrapé le temps perdu. Et sur les 180, je suis sorti 6e. Puis lui, pistonné, 60e. Il m'a dit, c'était pas la peine d'être pistonné. On m'a dit, mais c'est que t'as drôlement bossé, toi. Bah, il dit, oui, moi, je suis pas venu là pour regarder les hirondelles, je suis venu là pour faire une carrière, moi, c'est tout. Alors, les 10 premiers, il restait à la compagnie d'instruction, qu'on voulait tous fuir, parce que c'était pire qu'à la Légion, comme instructeur. Et ça, alors là, comme tous les gars qui avaient là-dedans, c'était des Français, bien sûr, mais d'origine espagnole, italienne, allemande, belge, et même un anglais. Alors, il y avait des bagarres, ça se bagarrait tous les jours dans ces chambres. Alors, il fallait mettre le là, et puis rudement même. On m'avait refilé un Corse. Dit l'adjudant, il a déjà fait 3 chambres, il sort son couteau à tout bout de champ. Alors tu me le tresses, mais fais gaffe tout de même, parce que il a un oncle qui commande une compagnie à côté. On dit ça, je m'en fiche éperdument. Le Luciani, je me souviens de son nom. Et Luciani, tu seras mon tampon. Tu cireras mes souliers, tu feras mon lit, tu nettoieras en dessous. Mais tu n'auras pas de corvée autrement. Alors surtout, ne sors pas ton couteau. Parce qu'alors là, je te le mettrai de côté, puis tu recevras mon poing dans la figure, puis t'es en tôle. C'est compris? Oui, caporal, oui, bon, d'accord. Un jour, il y a un Alsacien qui s'amène, avec un coup dans le nez, il s'en va à mon Luciani qui lui disait rien, puis paf, il donne un coup de poing, lui. Alors l'autre, il sort son couteau, puis il est voilà, au fond de la piole. Alors je suis courant en vitesse, je l'ai séparé, j'ai confisqué le couteau, je dis Luciani, ne recommence pas. Il m'a dit oui, mais caporal, vous avez bien vu, c'est pour moi qui ai commencé. Je sais, mais enfin, ne recommence surtout pas. Je n'ai pas recommencé non plus d'ailleurs. Ah après, j'allais quelque part, il me suivait. Et puis là-dessus, j'ai eu la possibilité de suivre tout de suite le peloton de sergent. Alors j'ai fait le peloton de sergent à Mogador. J'étais reçu premier du régiment. Ah, mais pour être nommé, il fallait 1 an de service, je n'avais que 9 mois. Alors bon, manque de peau, entre-temps, la guerre est survenue. Le colonel dit, bon, les pelotons, c'est terminé. Il y aura des nominations maintenant sur le champ de bataille. Colonel Crépin, c'était un dur. Il m'avait d'ailleurs un petit peu impressionné, parce que 8 jours après mon arrivée, il a fallu, comme les autres, se présenter au colonel, sur la place du Guéliz à Marrakech, en randonnion. Le colonel passait devant nous, des yeux comme des trous de pistolet. Oulala. Il arrive à moi, on t'appelle Thierry Pacto. T'es d'où? La Vendée, mon colonel. Quelle commune? La Réorte. Ah, à la Réorte. T'es à telle école où? À l'école qui est derrière l'église ou à celle qui est devant? Putain. Derrière l'église, mon colonel. Je me suis dit, merde alors. Venir aussi loin pour s'entendre poser des questions aussi précises, c'est quand même drôle. Un mois après, j'étais de corvée au service des effectifs. Les gens venaient toujours de corvée. Un adjudant me dit, tiens, t'es d'où, toi? De la Vendée. Un adjudant. Tiens, tu es du pays du colonel? Je sais pas. Si, il est né à Saint-Hermine, fils d'un gendarme. Forcément, c'est à 5 km de la Réorte. Ah, il connaissait bien la Réorte, forcément. Et c'était un grand ami de notre médecin de famille, mais on ne le savait pas. J'aurais bien pu être pistonné aussi. Enfin, toujours est-il que, malgré tout ça, quand j'étais à la compagnie d'instruction, il n'y avait pas de Marocains, il n'y avait que des Français. Oui. Après, j'étais nommé, la guerre est arrivée, j'ai été nommé au 2e bataillon à Casablanca. Bon. On avait quitté Mogador auparavant, revenu à Marrakech, direction Casablanca. Bon. Et puis là, on était pendant 1 mois ou 2 à Casablanca. Il y a même d'ailleurs un bateau qui a explosé dans le port à ce moment-là. Il y a eu 200 ou 300 morts d'ailleurs. Un mouilleur de mine, enfin, bon, pas ce qui s'est passé. On était de corvée d'enterrement pendant 8 jours en tous les cas.
Enfin bon. Et puis un beau jour, on s'en va. Mais où? On s'en va en Syrie. Les autres disaient, non, on s'en va en Pologne, à Danzig. Parce que c'est par Danzig que ça avait commencé. Ils disaient, non, on s'en va à La Rochelle. Alors là, on se foutait royalement. Quel que soit l'endroit où on atterrit, ça ne nous tournait pas. Ça ne nous touchait pas du tout. Puis on prend le train à machin, à Casablanca. Alors, on est passé par toutes les villes du nord du Maroc. Meknès, Fès. On arrive en Algérie. Sidi Bel Abbès, Oran. Ah, on prend le bateau. Bon. Alors on monte sur le bateau. 2000 sur le même bateau. On avait nos brassières à côté de nous parce que, d'ici qu'on se fasse mettre à l'eau par un sous-marin italien ou autre, on ne sait jamais. Enfin, on arrive à Marseille, sous la pluie. On dit voilà la France. Oh là 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 là. Avec la pluie on arrive, on n'a pas plus de pluie, nous. On prend le train, puis on monte vers le nord. Puis on bifurque. Puis finalement, on atterrit à La Rochelle, à 60 km de chez moi. Il y avait un an, je n'étais pas revenu à la maison, forcément. Alors, le premier soir, dit au capitaine, bon, on dit au capitaine, j'habite à 60 km de là, je ne suis pas allé chez moi. Tu nous emmerdes. Bon. C'est tout. Manon parlait, mais un type comme ça, finalement. Bon. Un moment après, je remets ça. Il n'y a pas moyen de... Oh, mais qu'est-ce qu'il est casse-pied, celui-là, alors? Le soir, à la tombée de la nuit, c'était le samedi, ça, oui. Enfin, je peux y aller, oui ou non, mon capitaine? Bon, on dit, fous mal quand, je ne veux pas te revoir avant mercredi matin. Je suis allé voir les autobus vendéens à La Rochelle, et je tombe sur un chauffeur qui était de ma commune d'ailleurs, on se connaissait. Alors on dit, bon, ben, il m'a emmené jusqu'à Saint-Hermine, parce qu'il n'allait pas plus loin. J'avais 6 km à faire à pied, alors là, à l'époque, on faisait 60-65 km à pied, avec 35 kg sur le dos. On rigole pour nous. Je suis arrivé chez mes parents, il était minuit par là. Top, top. Qui est là? C'est moi. Ah bon? Ils ne savaient pas où j'étais, bien sûr. Moi, non. Moi, je ne savais pas que j'allais venir non plus. J'étais pendant 2 jours là-bas, puis je suis revenu à La Rochelle. On arrive dans l'Est. On était pendant 1 mois ou 2, logés n'importe où. Il y avait de la paille. C'était des bruits de paille. Il y avait combien de régiments qui étaient passés là-dessus, avec des poux tout le tremblement. Finalement, j'ai attrapé des poux, comme presque tout le monde d'ailleurs. Puis les poux de corps, ils sont gros, hein. Ça n'a rien à voir avec des poux de tête. Puis il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Oh. Finalement, le 1er décembre 1939, direction les tranchées. C'est-à-dire entre la ligne Maginot et la frontière allemande. Chemin des abords du front, où depuis des mois cheminent les relèves. C'est à pied maintenant que le bataillon gagne les positions qui seront les siennes, pendant qu'une autre unité ira se refaire dans ces cantonnements abandonnés. C'est par ces chemins de terre et de neige où d'autres troupes se rencontrent qu'il atteindra les postes et les tranchées qui, depuis 6 mois, marquent la limite de la liberté des peuples. À leur droite, à leur gauche, par des chemins parallèles, montent d'autres blocs de cette armée innombrable. Hommes d'ici, hommes de là-bas, vous voilà confondus sur ces chemins. Tous vont vers cette ligne que fixent les regards du monde et où se débat, soyez-en sûrs, le drame du siècle. La neige glacée a partout remplacé la boue. La gadoue, glissante et gluante, collante ou ruisselante. La boue, souillant et alourdissant tout, fondant tout d'une détrempe, d'une humidité qui pénètre jusqu'à la peau et que rien n'assèche des jours durant. Ainsi vit le front d'une activité en vérité incessante. Surveillance toujours en éveil, lutte contre les patrouilles adverses, ruse de l'ennemi à déjouer, coup de main à repousser. La vie des postes est dure. Le terrain est organisé et camouflé sommairement.
Les hommes veillent, l'arme à portée de la main, la nuit comme le jour, et la moitié au moins de l'effectif reste en tout temps éveillée. Les ravitaillements sont devenus plus difficiles dans le froid glacial. Les vivres, solides et liquides, gèlent jusque dans les bidons, n'apportant qu'un incomplet réconfort à l'homme transi, à qui est impossible, en vue de l'ennemi, le seul et bienheureux remède, le feu. On dirait que c'est fait exprès. Les années de guerre, il fait toujours très froid. Pourquoi? Je n'en sais rien. Des fois, on allait chercher le vin avec un panier à salade. Il était gelé. Il y avait pas mal d'eau dedans, c'est pour ça. Alors, ma foi, là, on était dans des trous, des sapes. La nuit, pas question de faire de feu. On faisait des trous dans la terre, puis on se mettait les uns contre les autres avec des sacs à terre. C'est 4 ou 5 sacs à terre autour de chaque pied. Puis, ma foi, on passait le temps comme on pouvait. On avait la soupe une fois par jour, glacée, exactement comme en 14-18, exactement pareil. Et vous étiez combien, en fait? On était, tout le régiment était là, bien entendu. Ça représentait combien de personnes, un régiment? Mettons 2000, si on veut aller par là. Mais moi, j'étais chef de groupe. Donc, mon trou, moi, j'avais 10 bonhommes avec moi. C'est moi le patron. Bon. Et puis, de temps en temps, quelques obus nous arrivaient, des shrapnels qui éclataient en l'air. Mais surtout, il ne faut pas tirer. Parce qu'il y avait des Allemands, du coin, qui passaient la nuit un peu partout. Alors, il faut pas... Vous lancez des grenades le cas échéant, mais vous ne tirez pas. Bon, d'accord. Alors, une nuit, par exemple, il faisait un froid terrible. Tout d'un coup, il y a le Marocain qui était de sentinelle. Oh, Cabral chef. Shkonada, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y en a l'aliment, il coupe le fil de fer. Bon, à 25 mètres du côté, ça va pas, non? Tu nous emmerdes, fous-moi le camp. Sir Falk. Un moment après, il revient. Je t'ai dit, il coupe le fil de fer. Il va m'emmerder toute la nuit, cet enfant de putain. Alors je me suis levé, il était 2h du matin. Puis il dit, écoute, j'entendais toc, 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 toc. Putain, il serait gonflé quand même de recouper des fils de fer à 25 mètres du poste. Bon, il dit, écoute, fous-moi la paix, baisse la tête. Je prends une grenade des fins, une grenade défensive. Il paf, je te la lance dans... Ça fait un boucan. Parce que là, les grenades des fins, à 100 mètres, tu perds un éclat mortel. Hein. Alors, ma foi, j'écoute après. Toc, 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 toc. Petite merde, tiens. Tiens, tu me pêches avec ton aliment, comme tu dis. J'entends. Tu viens pas me faire chier maintenant, t'as compris? Bon. Il n'est pas revenu non plus d'ailleurs. Au matin, j'étais voir. Ils avaient mis ces abrutis là, des bidons en ferraille dans les fils de fer. Alors, le vent s'est tapé dessus, quoi. Il y en a qui étaient criblés d'éclats, mais ils n'étaient pas décrochés, alors ils continuaient à taper, quoi. Le capitaine me dit, sur quoi t'as lancé une grenade cette nuit? Je sais pas, je dois être un chien policier, je sais pas trop. Quelques jours après, le capitaine vient me trouver, il me dit, bon, aujourd'hui, j'ai reçu des obus fusants au-dessus de mon PC. Ça veut dire automatiquement une attaque pour cette nuit. Alors, tu vas me défendre la moitié du pourtour de mon machin. Je dis, oui, mais moi, je suis que caporal-chef. Il y a des adjudants-chefs marocains un peu partout. Tu me commanderas tout ça. Bon. Alors, si y a quelque chose, tu t'entendras d'ailleurs. Alors, à la grenade VB, tu fais tirer sur le poste. Comme ça, nous, on se camouflera, puis les Allemands, ils vont... Bon. J'étais voir tous mes gars tout autour de... Enfin, la moitié du pourtour. Je dis, bon, cette nuit, le cabinet va peut-être être attaqué. Alors, vous allez 2 jours prendre vos dispositions pour pouvoir tirer au VB. C'est une grenade qui se met au bout du fusil. Puis tu tires une cartouche, puis ça balance la grenade jusqu'à 170 mètres. Bon. Vous prenez vos précautions, vous prenez aussi surtout le décret d'inclinaison de vos tubes de fusil. Parce qu'il y avait des trucs gradués là. Alors vous verrez un petit peu, de façon à ce que cette nuit, quand je sifflerai 3 coups, 2 longs puis un autre espacé, hop, vous lancez les grenades là-dessus, selon les mesures que vous avez prises dans la journée. C'est bien compris. D'accord. Personne ne disait rien, même les adjudants-chefs.
Quand il y avait des théories à faire, c'est moi qui les faisais habituellement. Même le sous-lieutenant, qui était un Marocain aussi, il écoutait comme tout le monde, après c'est tout. Eh bien, ils sont pas venus, il n'a pas été attaqué. Il dit, merde, j'étais un peu dépité. Il dit, autrement, on aurait foutu une de ces foyers aux Allemands, mais ils sont pas venus. Tant pis. Ben oui, il aurait fait l'attaquer à ce moment-là. Ah non, mais on se basait sur la ligne Maginot. Avec ça, il ne passe pas. Ben oui, mais la ligne Maginot, elle se terminait au Luxembourg. Elle n'allait pas plus loin, il aurait fallu qu'elle aille jusqu'à la mer du Nord. Ou alors, c'était pas la peine. Alors, évidemment, les Allemands, mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué à côté. Voilà. Le 10 mai 1940, à l'aube, les parachutistes de la 7e division du général Student embarquent à bord de Junker 52. Objectif, la Hollande. Cette fois, ça y est, Hitler joue son va-tout. Il lance toute la machine de guerre allemande contre l'Ouest. 80 divisions, 3 fois plus qu'en 14. Sur un front de 200 km, le groupe d'armée B du général von Bock attaque la Belgique et la Hollande, 2 pays neutres. Pour la première fois dans l'histoire, l'ennemi tombe du ciel. On n'avait jamais vu ça. Après Varsovie, Rotterdam, 2e ville martyre. 1000 tués, 25 000 bâtiments incendiés, 80 000 sans-abri. En même temps qu'ils attaquent la Hollande, les Allemands envahissent la Belgique en direction de Liège. La Belgique, si jalouse de sa neutralité qu'à un certain moment, elle a massé une partie de ses troupes face à la France. Face à l'Allemagne, elle compte sur la ligne de fortification du canal Albert, dont l'ouvrage principal est le fort imposant d'Eben-Emael, réputé imprenable. Pour les Allemands, la prise d'Eben-Emael est capitale. Après avoir traversé le canal Albert, les divisions blindées allemandes foncent maintenant vers Liège et Namur. Pour l'état-major français, tout est clair. Les Allemands recommencent la manœuvre de 14-18, le fameux plan Schlieffen, l'attaque de la Belgique, pour se porter ensuite vers la Somme et vers Paris. La riposte est prévue depuis longtemps. Le général Gamelin donne l'ordre aux armées alliées du Nord de se précipiter au-devant de l'ennemi. Dès le 10 mai, 5 armées, 600 000 hommes se mettent en branle, traversent la frontière et s'engouffrent en Belgique. Hitler se réjouit. L'invasion de la Hollande et de la Belgique est une ruse. J'en pleurerai de joie, dit-il à ses généraux. Les Alliés ont donné dans le piège, tête baissée. Ils ont cru au plan Schlieffen. En effet, l'attaque principale des Allemands doit porter ici, à la charnière entre les armées du Nord et la ligne Maginot, en direction de Sedan, le point faible du dispositif français, un secteur de 120 km gardé seulement par 2 armées. Après avoir percé à Sedan, les Allemands doivent se rabattre vers la Manche pour encercler le gros des forces alliées. C'est le plan du général von Manstein, baptisé le coup de faucille. Le groupe d'armée A du général von Rundstedt, la moitié du corps de bataille allemand, a reçu l'ordre d'attaquer ici, à travers les Ardennes, en direction de Sedan. 3 divisions blindées, le 19e corps Panzer, doivent ouvrir la marche. Ce sont des soldats d'élite. Ils savent que le sort de la bataille va reposer sur eux. Ils savent qu'ils vont se mesurer cette fois avec l'armée française. Surtout par les Ardennes, alors qui étaient réputées par le grand état-major français infranchissables, à cause de la Meuse, et puis des bois, puis du pays vallonné, enfin vallonné, plus que vallonné, c'est très accidenté. Et ben c'est par là qu'ils ont attaqué les Allemands. Puis on avait mis là, bien entendu, des armées, des unités de 2e zone, de 2e ou 3e valeur. Des fois, ils n'avaient pas fusil pour tout le monde. Alors bon, alors forcément, ils n'ont pas pu défendre de Bazar. Alors que les meilleures armées, les meilleures unités de la France étaient en Belgique et en Hollande, pendant ce temps-là. Si bien qu'on était là, puis les Allemands passent par là, puis on était cuits, on était pris dans la nasse. En 14-18, ils auraient fait exactement la même chose. Seulement tout le monde allait à pied à ce temps-là. Alors que là, les Allemands venaient en camion et en char, puis nous on marchait à pied, comme au temps de Napoléon. Bon, alors le 10 mai, on était réveillés le matin par des bombardements dans tous les secteurs. Pas chez nous, mais dans les secteurs un peu importants, où il y avait les états-majors.
des divisions, des régiments, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine s'en va aux ordres. Les Allemands attaquaient un peu partout. Et nous, on est de réserve générale. Autrement dit, nous, on est pour aller là où ça ira mal. Bon. Alors finalement, dans la journée, eh bien, on a pris nos jambes à notre cou, comme on dit, puis direction la Belgique, à pied. Et puis on est arrivé à proximité de la frontière le soir. On a couché là, sur place. Et le lendemain, le jour de la Pentecôte, 1940, on arrive à Mons, où c'était, je me souviens, les communions. Il y avait des processions dans les rues, tout le bazar. Les gens nous regardaient les Marocains. Il y avait des Noirs tout là-dedans. Oh, putain, comme s'ils avaient été vraiment des inconnus, quoi. Ils commençaient à tomber de la lune. Vous n'avez jamais vu de Marocains de leur vie? Ben, sans doute. On m'a dit, avec ça, les Allemands, ils vont comprendre. Ben, d'accord. Et puis, ma foi, où va-t-on? Ah, on ne savait pas. On ne savait même pas où étaient les Allemands, alors. Alors, on était dans un bois, je me souviens, pendant une journée, toute une nuit. Puis, on nous a donné de la viande. Dernier truc, après c'était terminé, la roulante ne pouvait pas suivre. On va venir vous chercher en camion, parce que ça presse. Alors, on est parti en camion. Le 13, on est arrivé sur place, à Gembloux, le jour même. Mais tout le monde n'a pas été transporté. Le 7e régiment de tirailleurs, lui, il n'y avait pas de camion pour lui. Alors il a fait 120 km à pied, lui. Quand on arrive, il fallait se battre. Ouais. Alors on arrive à Gembloux. Bon, le capitaine me dit, bon, tu vois ce champ de blé là, eh bien, tu vas faire des trous là. Ah bon, on est en deuxième ligne. Bon, c'est-à-dire c'est la LPA, la ligne principale d'arrêt. Parce que devant c'était la LPR, la ligne principale de résistance, à 200 mètres devant nous. C'est notre premier bataillon qui était là-bas. Puis nous, là. Puis le 3e bataillon, réputé le meilleur, était à l'arrière, lui, pour contre-attaquer le cas échéant. Bon. Alors je dis à mes bons hommes, on va faire nos trous ici. Alors j'ai dessiné sur le terrain comment ça devait être. Deux points pour tirer au fusil mitrailleur, puis entre les deux, ils tranchaient en zigzag, pour les deux l'un à l'autre. Je dis, mais, ils me disent en arabe, mais pourquoi? Et parce que si t'en m'as mis là, si t'es ici, toi t'auras rien. Tarf. Ah, rien. Oui, mais, comme j'étais fatigué aussi, bien sûr, ça n'allait pas vite à faire les trous. Je vous préviens, demain, les Allemands seront là. Ils vont tirer sur vous. Alors, si les tranchées ne sont pas faites, tant pis pour vos gueules. Hein. Tarfouche, vous avez compris? Oui, bon. Mais le soir, il n'y avait que 90 cm de profondeur. Bon. Alors, le lendemain, les Allemands sont arrivés. Ils croyaient qu'on était là depuis 8 jours, les Allemands. Mais pas du tout, on est arrivé la veille. Alors là, les Marocains ont compris. Ils disent, oh, là, ils ont fait des tranchées 1,90 m de profondeur. Et étroites, bien, comme j'avais dessiné sur le terrain. Bon, alors, Abbas Ben Mohammed, c'était mon tireur au fusil mitrailleur, c'était un type comme ça, lui, vraiment bien. Alors, tu tires là, puis un moment après, tu t'en vas à l'autre, là-bas. Faut pas leur... Et puis par contre, le premier qui tire sur les avions, je lui fous mon poing dans la gueule. Tarfouche. Mais il ne comprenait pas. Alors, pendant tout l'hiver, nous avons fait des exercices sur les tirs sur avion. Avec quoi voulez-vous tirer sur les avions? Avec vos pétards, c'est zéro, ça. Et puis les avions, ils sont en dessous, ils sont cuirassés. Alors, ça mène des avions. Alors, c'est un certain nombre de trous. Pam, 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 pam. Ça leur faisait absolument rien. Vous ne tirez pas. Bon. Par-dessus nos trous, on a mis un filet de camouflage avec des trous de blé, tout le bordel. D'avions, tu voyais absolument rien. Rien. Un moment après, les avions sont revenus. Et de tous les trous dont on avait tiré dessus, à la mitrailleuse, puis à la bombe, boum, 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 ça y allait. Nous, ils n'ont pas touché. Tarfouche. Vous avez compris? Et bon, ben d'accord. J'ai pas eu la peine de leur dire après. Ils ont compris tout de suite. Comme quoi, les grands trucs des états-majors, mais sur place, tu dois tout de suite ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ce sont des cons. Voilà. On était
une bande de types bien commandée par des cons. Eine Panzerkampfwagenabteilung sammelt sich zu neuem Einsatz. Der Franzose, der immer wieder versucht, die Verfolgung aufzuhalten, belegt das Gelände mit Artilleriefeuer. Meldung an die Artillerie, das Feuer wird erwidert. Les Allemands attaquent 2 fois dans la journée, au moins 2 ou 3 fois. Bon, ils se sont fait remoucher. Un certain nombre de leurs chars sont restés sur le terrain. Ils ont compris. Mais le lendemain matin, de bonne heure, le 15 au matin, là, ils réattaquent à tour de bras. Là aussi, repoussés également, avec pas mal de chars qui sont restés sur le terrain. J'ai un copain d'ailleurs de Marrakech, Brandjon. Lui, il était chef de pièce d'anti-chars. Il était caporal-chef aussi. Il m'a dit, on en a abattu 7 de tout seul. C'est bien. Il a revu après la guerre, lui. Et puis, ma foi, les Allemands, ils envoient des gros chars de 40 tonnes. Et putain, les Français, ceux-là, ils vont être complètement nettoyés. Mais oui, mais il y avait une voie de chemin de fer en déblai. Alors, les chars étaient obligés de faire ceci, et de l'autre côté, ils remontaient la pente, pendant qu'ils montraient l'ordre dessous. Là, à ce moment-là, les Français, poum, les asticotaient. Alors, les 22 chars de 40 tonnes, une demi-heure après, il n'y en avait plus, ils brûlaient tous. Mais les Français ont des armes nouvelles qu'on ne connaissait pas. Alors là, mais pas du tout, c'est le canon de 25, qui ne tirait même pas un obus, mais une balle. Mais quand même. Alors là-dessus, bon, ils réattaquent encore après. Alors les chars moyens, ça tourne aussi comme des mouches. Puis notre artillerie qui était derrière nous, avec 12 canons de 75, qui tirait toute la matinée à cette cadence-là. Pam, 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 4 heures comme ça. Je dis, putain, vous n'avez pas la place des Allemands. Alors, ils ont drôlement dérouillé aussi. Il y a pas mal de chars qui ont flambé. Puis alors, eux, ils se mettent à l'abri. Ils avaient fait des troupes, ils mettaient leurs chars par-dessus. Même, depuis, j'ai un bouquin où il y a un officier allemand qui parle, qui a fait la guerre de 14-18, qui était à Verdun. Et l'artillerie française s'est réveillée, comme à Verdun en 1916. C'est pas que de le dire, mais c'est quelque chose d'effroyable. Ah oui, ça, l'artillerie française avait une trouille phénoménale. Heureusement qu'on avait ça, parce qu'ils avaient des avions partout. On n'avait aucun. On n'en a jamais eu un. Hein. Par contre, à la fin de la matinée, les canons, les avions, ils avaient ratatiné. Il n'en restait plus que 2. Et puis les bourricots, les chevaux, ils étaient tous morts. Enfin bon, ils réattaquent à nouveau, ma foi. Ils ont réussi à s'incruster dans nos premières lignes, dans notre LPR. Il y a plusieurs capitaines qui ont téléphoné au général, ont dit, bon, on n'a plus que quelques hommes, faut-il s'en plier? Non, on reste sur place. Bon, il y en a un capitaine, il était à un adjudant qui était là, de Breu, il dit, donnez-moi ma belle tenue. Bah, si, on prenait que pour mourir en fruit de beau. Puis amenez-moi une caisse de grenades. Puis, pam, pam, il a été tué là aussi, dans la musique. Si bien du premier bataillon, sur, je sais pas, 5 ou 600, il en est revenu 74. Tués, blessés, ou même prisonniers, certains aussi, sans doute. Voilà. Le premier bataillon était cuit. Alors après, nous, la LPA, la ligne principale d'arrêt, on était en première ligne à notre tour. Alors les Allemands attaquent à nous, pour nous. Alors, j'ai un bouquin ici où un général qui n'était pas là ce jour-là, qui était ailleurs, dit, mais ils arrivent devant la 7e compagnie qui arrêtait facilement les Allemands. Et bien, la 7e compagnie, c'était Bibi, assis sur la tête de mon tireur mort, avec mon chargeur blessé, et puis 4 ou 5 cartouches de fusil, et quelques grenades. Les Allemands arrivent, 120 mètres, 100 mètres,
dit Pecto, dans 10 minutes, tu seras mort. Voilà. Mais avant, il y en a quelques-uns qui vont se faire dégommer au fusil d'abord, et puis ensuite avec des grenades. Puis, à 80 mètres environ, ils s'arrêtent. Puis ils font demi-tour, au pas, puis au galop. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement éberlué, je n'ai même pas pensé à leur tirer dans le derrière. C'était des chars de chez nous qui arrivaient derrière moi. Je ne les voyais pas, mais eux les voyaient. Environ 40 chars. Alors les chars ne sont pas allés très loin d'ici. À leur tour, ils ont été soumis au feu des anti-chars allemands. Alors un certain nombre d'entre eux ont brûlé sur place également. À 30 à 40 mètres d'ici, il y a un char français. Le lieutenant qui était à l'intérieur ouvre la trappe. Une bombe d'avion tombe en plein dedans. Ils ont été tués tous les deux, lui et puis son chauffeur, cependant que le char continue à tourner en rond tout seul. Et c'était à 30 à 40 mètres de mon trou. Et tout d'un coup, ça tirait de partout. Nous tirions aussi au fusil mitrailleur. Mon tireur au fusil mitrailleur a été atteint d'une balle entre les deux yeux. Il a été tué net, bien entendu. J'ai donc ordonné au chargeur de prendre sa place. À son tour, un moment après, il attrape une balle dans l'épaule. Il était complètement amorphe et assis sur le bord de la tranchée. Finalement, je me suis dit, ça va être la fin là. J'ai dit, Pecto, dans 10 minutes, tu es mort. Puis en même temps, le 3e bataillon, baïonnette au canon, hop, ça va vers les Allemands. Il y a un copain qui passe, nommé Prévost, qui savait que dans Marrakech aussi. Il dit, mais vous n'êtes pas cinglés. Vous avez 2 jours que nous au casse-pipe. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un petit buisson le long de parce qu'on était à 40 mètres à peine d'une chaussée romaine, la chaussée Brunehaut. Mais suivez cette machine, puis alors, cette chaussée, les Romains n'étaient pas fous. C'était sur la ligne de crête, toujours sur les endroits les plus hauts qu'elle passait. Prenez cette machine, il y a un petit buisson là. Allez-y. Il revient 10 minutes après, avec le coude complètement broyé, lui aussi. Il m'a manqué de pansement, mais il va dans l'arrière. Puis ma foi, ça s'est arrêté là. La nuit est arrivée, puis les Allemands n'en pouvaient plus non plus, puis nous non plus. Voilà. Entre-temps, je me rappelle, avant l'attaque des chars, il y avait l'autre Français qui était dans ma section comme moi, il n'était que 2. Il s'appelait, c'était un vicomte même, le vicomte Dubois de Gaudusson. Il était sergent-chef, lui. Alors, il était plus loin, lui. Alors, il voyait dans le petit buisson qui était devant nous, il voyait un Marocain qui était blessé. Il dit, si tu veux, on va aller le chercher tous les deux pour montrer aux Marocains que les Français en ont aussi. D'accord. On est allés tous les deux chercher le gars entre les lignes allemandes et puis les nôtres. Ma foi, on n'a pas morflé. On l'a ramené dans nos lignes, puis lui, il l'a ramené vers l'arrière. Moi, je suis resté tout seul. Moi. Et puis, ma foi, comme il fallait pas s'en aller, il faut rester sur place, puisque c'est la consigne. Et puis la nuit est arrivée, terminée. Puis vers minuit, le capitaine s'amène, en pleurant. Il dit, oui, on les tenait bien, mais finalement, on vient de recevoir l'ordre de reculer. Sinon, ils sont passés ailleurs, les Allemands, puis on va être fait aux pattes. En fait, ils étaient passés par les Ardennes, justement, tout ça, c'est pour ça. On est parti à pied, entraînant 2 canons de 25 à bras, parce qu'il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus rien. Puis les outils individuels pour faire des trous, les Marocains les avaient jetés pour tirer les canons. Puis on a marché toute la nuit. On arrive à 18 km de là environ. Puis on s'arrête. J'ai dû m'endormir. Il y avait 2 ou 3 nuits qu'on ne dormait pas et qu'on ne mangeait pas non plus. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ces cons-là, personne ne m'a réveillé. Ils sont partis par où? Il y avait un carrefour pas loin. Il dit, voyons, quelle route vais-je prendre? Je n'avais pas les pourrir dans les pattes des Allemands quand même. À mon avis, c'est cette route que je dois prendre. Je prends la route, puis je fais peut-être 200 mètres, c'est en dessous le capitaine. Il dit, mais d'où tu sors? Il dit, comment je vous sors, nom de Dieu? Vous m'avez laissé tomber, vous m'avez laissé dormir là tout à l'heure, moi je veux pas. Ah ne te fâche pas. D'accord. On dit, je vais voir le commandant, puis je te reprends,
Puis on rejoint la compagnie. Bon, d'accord. Ah, j'ai rejoint la compagnie comme ça. Bordel de Dieu. Elle a dit, bon, ben, il y avait une maison toute seule. Bon, une maison bourgeoise d'ailleurs, avec un Porsche. Comme tout le monde avait faim, forcément, il y avait des poules qui couraient partout. Le fermier avait été évacué, bien entendu. Bon, une corvée pour attraper les poules, puis les faire cuire, pour les faire manger. Tout le monde a faim, une faim horrible même. M'a dit, Pacto, tu vois, tu te mets là, ce champ-là, faut que tu me gardes ça. Bon, d'accord. Alors je dis à mes bons hommes, vous allez installer le fusil mitrailleur là, mais on n'avait rien pour faire des trous. Puis, je voyais dans le fond des bâtiments. Je dis, tiens, puis il y avait une forêt de l'autre côté. Il y a peut-être à manger là-dedans, mon Dieu. Bouge pas. Puis il y a peut-être des outils pour faire des trous. Alors je m'en vais en capote sans rien. Je passe à travers notre première ligne, parce que la veille on était en première ligne, elle était en deuxième ligne ce jour-là. Le capitaine faisait placer les mitrailleuses, bon. Je passe à travers la première ligne, puis je m'en vais par devant. J'arrive je voyais les bâtiments en question. Un grand bâtiment. J'arrive à côté. Je lis dessus, Hôtel des Ruines. Bon. Ah, dans le jardin, une pelle et une pioche. Je dis ça, les prendre au passage, on va faire nos trous, mettre le petit mitrailleur. J'arrive à la grande bâtisse. Il y avait un endroit, il y avait une porte, j'entre là-dedans. Tout était cassé. J'arrive au bout du bâtiment. Le bâtiment étant comme ceci, nos lignes à nous étaient là. Nos lignes à nous étaient là. Alors moi, j'avais fait ça, j'étais rendu derrière le bâtiment. J'arrive au bout du bâtiment en question. Oh, un officier allemand avec une carte, puis un troufion à côté avec une mitraillette, qui m'a envoyé une rafale, bien entendu, mais qui ne m'a pas touché. Alors, un gars qui se dépêchait à revenir vers nos lignes, c'était moi, bien sûr. Je me dis, zut, je suis passé derrière les lignes allemandes sans m'en rendre compte. L'autre abruti, il me suivait encore, puis il envoyait une rafale de temps en temps, mais comme il courait, moi, c'était pas assuré, alors j'ai jamais été touché d'ailleurs. J'arrive à nos lignes, dis-moi, capitaine, les Allemands sont là, hein. Mais tu racontes, ils sont loin. Comment ils sont loin? On n'a pas entendu les coups de mitraillette, mais on n'a pas de mitraillette dans l'armée française, que je sache. C'est vrai, nom de Dieu. Vite, tout le monde à son poste, mettez tout aux mitrailleuses et tout le tremblement. J'étais à peine rendu à mon poste, à moi. De partout, ça tirait. Par les fenêtres de l'hôtel des Ruines, ça tirait par toutes les fenêtres de l'hôtel des Ruines sur nous. Puis j'ai dit, merde. Alors, moi, j'étais passé derrière, puis il tirait par là. On a fait une patrouille, sans le vouloir et sans le savoir. Si bien que les Allemands, ils attendaient qu'on soit tous des athlètes, si l'on peut dire, en train de manger pour nous attaquer, quoi. Mais là, ils étaient obligés de le faire avant, puisqu'ils étaient tombés dessus. Alors là, ben, ça bardait pendant 2 ou 3 heures, ça y allait, bombardie-pâtis. Eh oui. Et puis, je m'appelle, il y avait un Allemand qui installe un canon, ou un lance-grenade, je sais pas trop, au bout du pré où j'étais. Pam! Putain, ça a dû le blesser quand même, mais il est foutu le camp. Il a laissé son engin là. Hein. Il bouge pas si vous venez le chercher. Parce qu'à 200 mètres, un bonhomme, pour moi, c'était un type attaqué à tous les coups. Ou mort ou blessé. Que je tirais quand même pas mal. Et je suis assez nerveux, mais pour le tir, là, finalement, ben oui, ils m'ont bien attrapé. Avec un câble, ils l'ont lancé dessus. Puis ils l'ont tiré dans le buisson. J'ai tiré dans le buisson au ras des pâquerettes. J'en ai peut-être encore descendu d'autres, ça se fait fort bien, mais va voir avec le buisson qui était épais. Puis après, ben, ils nous envoyaient des projectiles. Alors les gars du fusil mitrailleur, qui n'avaient pas pu trouver de matériel pour faire des trous, ils reçoivent un petit obus à quelques mètres devant eux. Tous les deux blessés à la figure, saignaient comme des bœufs. Ils ont laissé le fusil mitrailleur, ils sont partis. Bon. Alors finalement, à un moment donné, il y a Dubois de Godusson, sergent-chef, qui est dans ma section, il dit, ben, il n'y en a plus que 3. Le capitaine, toi et moi. Alors, on va pas rester à tous les 3, c'est pas nous qui allons arrêter le flot de l'armée allemande. Il dit, va changer ton fusil mitrailleur là-bas. Il y avait 2 ou 3 mitrailleuses qui tiraient c'était sur une hauteur où nous étions. Il dit, je lance une rafale,
pour leur faire baisser la tête. Mais baisser la tête où? On les voit même pas dans la forêt. Puis tu fonces. Alors, non, ils tirent. Je me précipite sur le petit mitrailleur, puis en me baissant, je voyais ma manche qui flambait, là. Autour aux oreilles, hein, ça y allait, hein, les balles. J'attrape mon petit mitrailleur, puis j'arrive à la maison bourgeoise, qui était à 30 mètres de là, dans un petit coin. Alors il y avait Allen qui était là, le sergent du corps franc, et puis un premier juif français qui était blessé d'ailleurs. À ce propos, un petit mot en passant, quelque temps avant, le capitaine dit, bon, aux avant-postes, ça a l'air de mal se tourner. Le corps franc allait me nettoyer ça. Le corps franc, c'était le sergent Allen, le caporal-chef Pacto, puis 10 Marocains. En plus de nos trucs dans la compagnie, on avait ça en plus. Alors, le corps franc dit, Allen dit, mais il est fou. On va même pas arriver jusqu'à la première ligne, on s'en bousille avant. Oui. Puis le capitaine dit, non, Pacto, il faut que tu restes là. Toi, il faut que tu continues à me surveiller ce terrain. Allen dit, oh, on dit, merde alors, ne me laisse pas tout seul avec ces cons-là, viens avec moi. Il m'a dit, je regrette, mais si je m'en vais avec toi, je vais désobéir au capitaine. Il m'a dit de rester là, lui. On dit, je t'en prie, viens avec moi. Il dit, bon, oh merde, mais je m'en vais avec toi, alors, puisque c'est ça. Et on sera tués tous les deux avant d'avoir fait 50 mètres. Puis ma foi, nous voilà partis. Puis on fait peut-être 10-15 mètres. 3 Marocains qui revenaient des premières lignes, en se tenant le vent d'un poignet, ils perdaient leur tripes. Et ils disent en arabe, mon capitaine, c'est pas la peine, tout le monde y en a émoute, tout le monde est mort. Bon, alors restez ici, les corps francs. Il m'a rien dit, mais enfin, il a dû dire, Pacto était prêt à avoir, malgré les consignes que je lui avais données. Mais d'un autre côté, ça fait partie de la camaraderie de combat. Dans ces moments-là, tu ne sais pas trop ce que tu penses, à quoi tu penses, de quelle façon tu peux te comporter. Après, tu te dis, voyons, j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais la peur, tout le monde a peur. Celui qui me dit qu'il n'a pas eu peur à la guerre, c'est un menteur. Ou alors c'est un inconscient. Non, mais là, je ne sais pas. Ça dépend de ce qui vous passe dans la tête à ce moment-là. Ça peut être bizarre, ça aurait pu être le contraire. Enfin, voilà pour l'histoire donc de Allen, que je retrouve dans le coin. Dans le coin, on est. Alors, le premier jeu, il dit, bon, as-tu morflé? Mais je dis, je sais pas. Je relève ma manche, non. Alors, il y avait une balle qui a traversé ça, là, mais ça n'a pas touché à la peau. Bon, dit le sergent, à tous les trois, t'as encore des balles, j'ai une demi-boîte chargeur dans le fusil mitrailleur, c'est tout. Bon, le premier jeu, tu pars le premier. Toi, Pacto le deuxième, comme caporal-chef, puis moi le sergent, troisième. Bon. Il avait peut-être 2 ou 3 ans de plus que moi, lui, le sergent. Alors, le premier jeu, il dit, Pacto vient de lui tirer dessus, il passe à droite. Pouf! Il tombe. Mais il était blessé. Il a pu à 4 pattes gagner le petit bois plus loin. Les Pacto à ton tour. L'autre vient de tomber là, l'autre on m'a tiré dessus, on m'a pas touché. Au même moment, une bande d'Allemands, un officier en tête, qui courait peut-être à 80 mètres de là pour nous encercler. Et avant de partir, je prends mon fusil comme un fusil ordinaire. Ça l'a coupé en deux, l'officier. Puis d'autres derrière ont dû morfler aussi, mais c'est dommage, il y avait notre boîte chargeur. Je les bousille tous. C'était une quinzaine. Mais t'as plus rien. Tu n'as plus rien, dit le sergent Poulcan. Ils sont derrière le mur à 5 mètres. Alors, je te suis. Bon, je suis parti en courant. Et puis, je suis rentré sous le porche à nouveau. Au lieu d'aller vers la gauche où était mon fusil mitrailleur, je suis parti vers la droite. J'ai longé un mur en pierre. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une porte, avec une porte vermoulue, je suis passé littéralement à travers. Puis c'était dans le petit bois. Et à ce moment-là, je regarde d'où je venais, je voyais des bottes qui passaient par-dessus le mur, juste où nous étions. Le sergent qui était devenu, je n'en sais rien, j'ai jamais eu de nouvelles depuis. A-t-il été tué, a-t-il réussi à s'en sortir? Je ne sais pas. Ouais. Toujours est-il que là, nous voilà partis dans la nature. Je trouve quelques Marocains. Mon chef de section, qui est un Marocain aussi, Abdelkrim Ben Madani. C'est un cousin du pacha de Marrakech d'El Glaoui, d'ailleurs. Alors lui aussi, l'autre jour ils ont parlé de lui, moi j'ai dit, j'en parlerai pas. Parce que son comportement n'était pas bon. Lui,
Quand ça allait vraiment mal, en temps ordinaire, il plastronnait. Il n'aimait pas les Français d'ailleurs. Et quand ça allait mal, il était toujours derrière moi. Bon, mais il dit, écoutez, restez avec vous, bons hommes. C'est pas parce que moi je suis français que je dois vous garantir d'une balle, d'un éclat d'obus ou de bombe. Hein. Mais c'était plus fort que lui. Il restait toujours derrière moi quand même. Comme si j'étais le gars qui pouvait le protéger. Quand il y avait des grandes théories à faire dans la section, c'est moi qui les faisais. Puis lui, il écoutait comme tout le monde. Ni plus ni moins d'ailleurs. Ouais. Enfin bon. Et Abdelkrim, il me dit, on va se rendre. Il dit non, si vous rendez, c'est moi qui vous fous un coup de fusil. Tarfouche. Tarfouche, ça veut dire, vous comprenez? Bon. Après, d'ailleurs dans le nord après, un jour on a été bombardé. Mais quand on est parti de là, on savait pas trop où on allait. On devait se réunir dans les bois au-dessus de Mons, en Belgique, avec le restant de la division. Mais c'était où? On est monté, je me rappelle, dans un camion, le soir. Le lendemain matin, on s'est retrouvé au même endroit. On avait roulé toute la nuit. Parce qu'il y avait qu'à mettre truqué les indications de direction. Alors, on avait tourné en rond. Il m'a dit, on s'en va à pied, on ira plus vite. On est parti à pied, on a franchi la frontière comme ça, on est arrivé dans le nord, à pied. Voilà. Et puis là, bon, on arrive dans un petit village. Il dit, bon, eh bien, on va tenir le village. Alors, lui, le sous-lieutenant, là, il était là aussi, bien sûr, parce qu'il me suivait tout le temps. Alors, la nuit suivante, bombardement par les Allemands, par gros obus. Alors, ça, c'est chiant, parce qu'on entendait les obus partir, et quelques minutes après, ils arrivaient chez nous, au carrefour. Ça faisait des trous à mettre cette pièce dedans, là. Et vraiment des grosses unités. Alors, ben, mon Abdelkrim, le lieutenant, puis d'autres d'ailleurs, ils couraient comme des fous, ils ne savaient pas où ils allaient. Il dit, mais bigre de bigre, mettez-vous dans un petit trou, dans un fossé, et ne bougez pas. Bon, en courant comme ça, vous risquez d'attraper un obus. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Bon, ils sont en train de partir le coup, et voilà. C'est plus fort qu'eux, se mettent à galoper. Oh, putain de bon Dieu. C'est quelque chose, ça. Pour ça, je dis en défense, non, je ne vois pas. Bordel de bordel, enfin bon. Toujours est-il que là-dessus, il y a un bataillon de Marocains qui passe. C'était un bataillon du 6e régiment de tirailleurs marocain qui était basé normalement à Verdun, en temps normal. Comme on n'était que 4 ou 5, nous, on s'est joint. Le capitaine dit, ben, vous vous joignez à nous? Ben, dit oui. Et puis, ma foi, on est parti pendant 2 ou 3 jours naviguer avec eux. En retournant la forêt de Mormal. Nous étions partis le 10 mai au matin. La forêt de Mormal. Bon. La forêt de Mormal, on est sorti de la forêt de Mormal finalement, il y avait des morts partout. Les routes étaient crevées par les bombes. Il y avait des chevaux morts, des femmes, des enfants. Tout ça, c'était mort partout. Puis alors, on mangeait toujours pas, c'est ça. Puis on dormait pas non plus. Alors, de temps en temps, je me souviens vaguement, je devais tomber dans un fossé. Puis je devais dormir un certain temps, je ne sais pas. Je me réveillais. Il y avait toujours le même flot de passants. Des civils? Hein? Des civils? Puis des soldats aussi. Ah oui. J'ai même vu un régiment qui revenait de se bagarrer, soi-disant. Enfin bon, il n'avait pas l'air d'être très chaud. Je me dis, bordel de Dieu, avec des régiments comme ça, on va certainement pas gagner la guerre. Vis-à-vis de nous, qui avions fait notre devoir vraiment, non, ça n'allait pas du tout. Non. Jean Blou, Eh bien, c'est une victoire française, du coup. c'est un succès français. Un succès français. Voilà. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez empêché les Allemands de... Ben oui, pendant 3 jours. Alors, ces 3 jours, c'était intéressant quand même parce que, ensuite, ils sont arrivés sur Dunkerque 3 jours plus tard. Ce qui a permis, entre autres, à l'armée anglaise de retourner chez elle. Plus de 250 000 Anglais sont retournés chez eux. Ce qui a pu former l'ossature de l'armée qui a vaincu Rommel ensuite en Afrique du Nord et qui a permis à l'armée anglaise de participer au débarquement en Normandie un peu plus tard aussi. On a été battus à Dunkerque, d'accord, mais c'était quand même une victoire pour les Alliés, parce qu'ils ont permis à toute l'armée anglaise de défiler et de s'en aller chez eux. Et de reformer une armée anglaise digne du titre d'une armée. Voilà.
D'accord. Alors, ce qui fait que là-dessus, ben, avec le 6e Marocain, on a encore descendu quelques chars. On dit, putain, mais si c'est quand même drôle. Ils n'ont quand même pas parachuté des chars dans des you. Alors quoi? On ne savait pas qu'ils étaient passés par les Ardennes, nous. Les civils, quelques civils disent, ben, il y a déjà plusieurs jours que des Allemands sont passés là. On dit, putain, alors, on ne comprenait pas. Forcément, on était pris dans la nasse. Et puis, un beau jour, on arrive dans un coin, sur un bout de route. Merde. Des automitrailleuses de tous les côtés, et des chars. Ben, elle dit, ben, rendez-vous, sinon, en 10 minutes, il ne restera plus personne. Alors, je vois que devant, ça a commencé à défiler. J'ai pris mon fusil, pam, j'ai cassé en deux sur une borne, j'ai mis mes mains dans mes poches, puis j'ai suivi. Voilà. On arrive un peu plus loin, il y avait un colonel allemand qui dit au capitaine du 6e Marocain, il dit, mais qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez traverser le gros des forces allemandes? Il dit, pourquoi pas, dit l'autre. Ça lui coûtait rien. C'était... Ah ben, il nous prenait pour des gens de 3e classe au moins, hein, vraiment. D'abord, les Allemands qui étaient là, ils montraient les photos de leur famille, ils demandaient les notes et tout. Je dis, bordel de Dieu, mais c'est un rassemblement de boy scouts ou quoi? Je dis, ça alors? Ah mais, copains comme tout. Je dis, bordel de Dieu. Un peu plus tard, avec les autres qui étaient plus vieux, ils étaient beaucoup plus nazifiés, eux. C'est pas du tout pareil, c'était beaucoup plus haineux. Ouais, mais avec ceux-là, non. Ah ben, enfin, bref. Prisonnier, voilà. Là, vous êtes combien de prisonniers? Alors là, ben, nous, il y avait la compagnie du régiment en question. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas comment on était, peut-être. Maintenant, ce qui restait, quoi, une cinquantaine. Ouais. Ouais. Et là, ils vous font marcher ils vous font marcher, quoi. Ah ben oui, ah ben alors là, on a trouvé des colonnes interminables de prisonniers. Ah ben mauvais. Alors ben finalement, à la fin, on n'avait plus de force du tout, parce qu'on mangeait pas. Alors ben, on se mettait debout, puis on mettait avec d'à peine un pied l'un devant l'autre, puis on le faisait. Et finalement, on faisait 20 km dans la journée quand même. Et vous saviez pas où vous alliez? Ah non, non, à cheval, on serait crevé. Finalement, on est tombé. Un jour, je tombe dans un endroit, on couchait là. Bon, ben, il y a un gars qui m'avait. On portait tous les deux une grosse couverture. Puis un beau jour, je ne l'ai plus retrouvé du tout, lui. Il avait cette grosse couverture. Par contre, je trouve un gars que j'avais connu à Marrakech. Un nommé Tortillon, dit Bouboule. Il dit, tiens. Alors, on couchait tous les deux dans la grande couverture. Mais il avait des poux, moi je n'avais pas, mais au bout d'un moment, on avait tous les deux des poux. Ouais. Enfin, bref. Et puis, ben, tous les deux, on a cheminé comme on a pu. Un jour, on arrive en Belgique, à Beaurain. Il y avait 5000 prisonniers dans ce putain de camp. Rien à manger. Ma foi, un jour, je me promenais dans le camp quand même, moi. Je vois une colonne, puis un Allemand. Il les laissait aller dans des jardins, ramasser des pommes de terre. Mais des pommes de terre qui étaient hautes comme ça, ils ramassaient les pieds mers et non pas des pommes de terre. Il n'y avait pas de pommes de terre. Alors bon, ben, on y allait, 2 par 2, ils y allaient. Il y en avait déjà au moins une quarantaine. Enfin, je me suis tellement bien démerdé, je me suis trouvé dans le 2e rang. Alors, boum, dans le terrain, ramasser des pommes de terre plein de jambons. Il faut laisser pour les autres. Je reviens à mon bouboule qui lui avait pas bougé. J'ai des patates, elles sont pas très fraîches, mais enfin, on a mangé quand même un peu. On en mangé chacun 2 ou 3. On a fait cuire sur un petit feu à côté. On a attrapé une indigestion. Depuis le temps que l'estomac ne recevait rien, forcément. Enfin bon. Quelque temps après, il dit, écoute, si on mange pas de viande, on est foutu. Là, on est 5000. Tous les jours, ils amènent une vache sur le terrain. Elle est dépecée par les gars avec des couteaux de poche, n'importe. Il reste plus rien, mais il reste une dizaine de morts à chaque coup, écrasés. Par contre, je m'aperçois qu'il y a une corvée de viande. Ils vont chercher la viande je sais pas où. Mais à l'arrivée au camp, ils touchent chacun un morceau de viande. Ils sont 6.
Alors, ce qu'il faut qu'on se trouve parmi eux. Ben oui, mais comment faire? Il y avait la cuisine, puis il y avait un mur, il avait 2 mètres de haut. En temps ordinaire, c'était rien, mais dans l'état où nous étions. Il dit, écoute, Bouboule, je vais me mettre là-bas, tu monteras sur mon dos, tu monteras sur le mur, puis après tu me tireras. Puis on va se mettre autour de la viande, il ne faudra pas bouger, même si tu reçois des coups de crosse. Hein. On aura peut-être un morceau de viande aussi. Manque de peau. Il y a eu 6 morceaux de viande, mais pas pour nous. Mais oui, mais les autres dans la prairie, on était 5000, ont vu ce qu'on avait fait, et voilà tout en train d'escalader le mur, tout le bordel. Ah putain, les Allemands, ils ont obligé de prendre des renforts pour les renvoyer un coup de crosse dans le truc. Il dit à Bouboule, même si tu reçois un coup de crosse, ne bouge pas. Bon, d'accord. Alors, il fallait ramener la bagnole au camp des Marocains et Algériens plus loin. Mais il n'y avait pas de distribution de viande. Alors, on tirait la sacrée carriole. Il y avait un Allemand à vélo, il suivait derrière. As-tu une lame de rasoir? Il dit oui, bon, donne-moi une vite. Alors, je tirais d'une bidoche, je coupais de la bidoche. Hop, elle me met un morceau, on en a un autre. Ils ont dit, mais nous, bon, merde, la lame de rasoir se casse. As-tu une autre? Oui, oui, bon, donne. Les 4 qui tiraient la bagnole ont eu chacun leur morceau de viande. Puis l'Allemand, il voit ça, il pose son vélo, il pose son fusil. Mais nous, on laisse partir la bagnole, puis nous l'a rendu parmi les Marocains, les Algériens, avec chacun notre morceau de viande en poche. On a regagné notre camp après. Bon, c'est déjà ça. Quelques temps après, on arrive dans un autre pays, pas loin du Luxembourg. Hein. Là, ils demandaient des volontaires pour creuser des tranchées, je sais pas quoi. Ils avaient droit à un repas. Bon, on dit à Bouboule, le fin du fin consiste à toucher le repas et à ne pas les travailler. Il dit, oui, mais comment? Mais tu viens? Oh non, moi je peux pas. Je suis trop fatigué. Ben, je vais y aller. J'y vais. Alors, je touche, j'avais fait un beau casse-croûte. Mais on me met dans un petit carré, renfermé par des barbelés. Merde. Parfois, je mets mon truc dans mon... Puis à un moment donné, il y en a 2 qui sont en train de se bagarrer, 2 Français. Alors l'Allemand essayé, j'en profite, puis allez, je passe par en dessous. L'autre, il prend son fusil, mais je t'ai rendu parmi les autres. Après, il n'a pas tiré, quoi. J'arrive à mon Bouboule, il dit, voilà. Il dit, merde, comment t'en fais? Ben, je me suis démerdé, c'est bon, c'est toujours le même qui doit se démerder aussi. Donc, tu me fais chier à la fin. Comment tu? Je me rappelle une fois, ils avaient balancé dans un terrain des biscuits français, là. Et alors, bon, ben, ils courent après, ils tiraient au fusil, dans le tas, comme ça, eux. On dit, Bouboule, merde, va me faire descendre. Ben, dit, écoute, moi, je m'en fous. J'aime bien être descendu par une balle que de mourir de faim. Alors, j'y vais. Après, il est venu quand même. On a ramené des biscuits plein de notre jabot, on peut dire. Et puis, ça nous a permis de survivre encore un moment. Parce qu'après, on est monté dans un train. On est arrivé à Trier. Trèves. C'est Trier en allemand. Là, ils ont fait descendre, monter la butte, là-bas, je me rappelle. Puis après, le lendemain, dans un train à Bestiaux, direction où, on ne savait pas. On était 2 jours, 1 nuit là-dedans. À crever d'air et de tout, quoi. On arrivait sur l'Oder, qui est la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Vous étiez nombreux dans les wagons à Bestiaux? Ah, mais c'était archi plein. Il n'y avait pas de place pour s'enlever. Pas de toilette, rien. Oui. Exactement comme les wagons pour les Juifs et compagnie après. Exactement pareil. On n'avait pas davantage à manger, alors je connais la musique aussi, si on peut dire. Ah oui. Puis à Fürstenberg sur Oder, eh bien, on est descendu. Et le camp n'était pas fini, là, on était sous des tentes. 200 par tente. Puis alors, tout bout de champ, ils nous rassemblaient, jusqu'à ce que tout le monde soit là, et puis impeccable. Alors, des fois, 7 ou 8 fois de rang. On tenait pas debout. Enfin, bon. C'est comme ça. On n'avait presque rien à manger. Rien du tout. Et puis, les rassemblements, on en faisait je sais pas combien par jour. Oh, ben non, on pouvait pas se trimballer, mais enfin. Parce que tout le monde avait droit à une gamelle de flotte comme ça, avec un petit peu de jus dedans, et puis un bout de viande qui était gros comme ça. Autrement dit, pas plus. C'est tout. Puis alors, bon, ben, alors Bouboule, qui était boucher de son métier, lui,
Il m'a dit, mais je vais dire, comme toi, je suis cultivateur, pour aller dans une ferme, c'est moyen. Alors on a été envoyé à 150 km du camp, à un petit pays qui s'appelait Vormlage. Vormlage, oui. Dans une ferme, une grande ferme, faisait 1000 hectares. 500 hectares de bois, 500 hectares cultivables. Et alors là, on était 50 Français. Il y avait des Polonais, il y avait des Allemands, bien sûr, aussi, et des Hongrois, ils ont venu également. Bon. Alors, on travaillait comme on pouvait. Il y avait des Polonaises, on travaillait avec des Polonaises, elles étaient chaudes comme tout, ces bougresses, hein, enfin, bref. Mais elles n'étaient pas très féminines, par contre. Assez grosses, et puis, comme, fichues comme des hommes, un peu, avant. Vraiment. Enfin, bref. Et puis alors, on était malades chacun de notre tour. On tombait, c'est bizarre, on tombait à 4 malades d'un coup. Juste ce qu'il fallait pour faire une belote. Un jour, c'était mon tour. Merde, il y avait l'un des Allemands, il fallait qu'il aille voir un dentiste à 10 km de là, dans la neige et à pied. Il a fallu y aller aussi, voir le médecin allemand. Alors tout le monde fait tousser autant qu'il pouvait. Tu penses? Bon, dit l'Allemand, ganz egal. Morgen früh, Arbeit, Arbeit. Demain matin, boulot, boulot. Bon. Alors vient mon tour, pareil, même topo. Il dit, oui, mais j'avais une hernie inguinale depuis ma naissance, moi. Oui, mais hernie. Ah. Alors bon, alors, un bandage spécial. Et il a mis sur le truc, exempt de travaux difficiles. Bon, je sais pas, tâchez de m'en souvenir de ça. Effectivement, alors le chef de commando, pas de travaux difficiles. Bon, d'accord. Alors un beau jour, on était en train de battre dans la cour de la ferme, alors. C'était avec des Polonaises. Et puis il y avait un Allemand, un jeune Allemand, il allait bientôt s'en aller faire son service, lui aussi. Il m'avait demandé du chocolat avant, on m'appelle. Il a dit ça, si t'es gentil, on verra. Et puis, avec un autre, on monte le premier sac de seigle, ça faisait 60 kilos. Moi, j'étais habitué au sac de 90, ça me dérangeait pas, mais enfin. Bon, on amène le deuxième, il fallait le monter par-dessus. Ah, dit non, celui-là, a dégagé. Le coup d'après, même topo, dit bon, mais tiens, tu me fais chier, je monte plus de sac. Même coucher avec mes Polonaises, moi. Ah, c'est plein, la sentinelle vient, tout le bordel. Oui, mais pacto, pas de travaux difficiles. Merde, alors l'Allemand l'a vu dans le cul, lui. Puis ton chocolat, tiens, à dégager. Nix. Avant de travailler, que le dimanche, on travaillait pas. Des fois, le dimanche matin, ça arrivait. Mais l'après-midi, non, c'est tout. Tous les autres jours, on travaillait. Bien logé. Nous, on était 50 dans une carré qui était un peu plus grande, comme ces deux carrés réunis, là, c'est tout. Quand tout le monde était à sa place, on pouvait circuler un peu, mais autrement, pas moyen. Il y avait des trucs surélevés, on couchait là-dessus. Sur des trucs en paille, bien entendu. Mais alors, on mangeait de la viande une fois ou deux par semaine. Pas beaucoup, un tout petit peu. Il y avait 600 cochons dans la ferme. Tout le monde des pommes de terre à volonté. Alors ça, alors le matin, pommes de terre, à midi, patates, puis le soir, Kartoffeln. Les patates en allemand. Enfin, de ce point de vue-là, moi, j'ai toujours mangé à ma faim. Dans cette ferme, on y faisait 100 hectares de seigle tous les ans, 100 hectares de pommes de terre, un peu de blé, c'était pour le patron uniquement. Et puis le reste, c'était du maïs pour les cochons, tout le tremblement. Et puis alors, 500 hectares de forêt. Si bien que l'hiver, on était 6, on travaillait dans la forêt. On mangeait une fois par jour, c'était presque gelé d'ailleurs. Mais il fallait qu'on fasse un ster chacun. C'est-à-dire l'abattre, le transporter, le scier et le mettre en ster. On y arrivait facilement. C'était des résineux, ça coupe facilement. Des sapins en général, quoi. Une fois, il me rappelle tout de même, il me souvient que le chef des forêts, si l'on peut dire,
une garde-chasse également. Il faisait tout. Un ancien officier de la guerre 14-18 d'ailleurs, qui buvait beaucoup aussi. Il s'amène un soir, on avait presque fini, il fallait faire 4 stères de plus. Ah, il dit non, pas question. Si, 9. Il sort son pétard. 9. Merde. Alors il a rabattu le pétard. Il dit bon ben, si vous faites 4 plus aujourd'hui, 4 de moins demain. Bon, mais comme ça, c'est peut-être pas vrai, mais enfin, notre honneur est sauf comme ça. Bon ben d'accord, on a fait les 4 stères en plus. Alors le soir, au rapport, si l'on peut dire, le chef du commando dit attention, garde-chasse très mauvais. Lui demander, envoie compagnie de discipline. On était 8. Mais je n'en ferai rien. Mais attention, désormais. Bon, ben d'accord. Je dis merde. Puis quelques temps après, c'est là, il me dit pacto, Morgenfrüh avec une Frankreich. Non, mais quand même, tu tombes en France demain matin. Alors là, je comprends pas. C'est au moins la compagnie de discipline, mais elle dit non. Il me dit, nous, troupes coloniales, tu vas te battre en Syrie contre les Anglais. Ah bon, mais via Frankreich, on passe par la France. Ah bon, mais on verra à ce moment-là. Elle dit, me la balloter maintenant, il va falloir que me battre contre les Anglais en Syrie. Ah ben, bon Dieu. Enfin bon. On était habitués à être mangés à toutes les sauces, alors on n'y faisait pas très attention. Puis il disait ça aux civils, dans le train, alors tout le monde donnait des cigarettes, forcément. Dans les gares de triage, il m'emmenait avec lui, le troufion, puis il me payait à boire, la bière et tout le tremblement. Je me dis, putain, j'arrive au camp, d'autres arrivaient comme moi du train aussi. Vous allez, vous. Ah, moi, je vais perdre 4 enfants. Je suis libérable. Toi, moi, je suis soutien de famille, je suis 1,5 m. Puis toi, ben moi, j'en sais rien. Mes parents ne m'avaient rien dit. Ils disent, si ça colle pas, ben, ils ne seront pas désillusionnés. Ah, il y a un Feldwebel qui commence à trier les gars. Il arrive à moi, il dit, voyons, moi, je suis 1,7 m. Alors, en route, arrête. Bon, ça veut dire à droite. Trier des patates encore. Pendant 3 semaines. Puis un beau jour, direction la France. Ah. 2 jours et 2 nuits dans des trains, triés par... Oh putain, t'es crevé, non, des... On arrive à Chalon-sur-Marne. Oh. Un camp, il y avait encore 5000 prisonniers français, là, qui étaient soi-disant libérables. Ah ben, ils m'ont vu. Puis je vois un gars de la Réorde qui était libéré. Tiens, un nommé Broye. Il ne me connaissait pas, mais je le connaissais. Il était bien plus vieux que moi, lui. Je lui dis à mes parents que j'arrive. Bon. Il dit, comment tu t'appelles? Mais Pacto, bon, d'accord. Le lendemain matin, le commandant allemand, il dit au haut-parleur du camp, un gars avait volé des robinets dans le camp, lui. Il n'y aura de libération que lorsque le coupable sera découvert. Il dit, putain, avec 5000 types, alors là, on n'a pas fini. Quel con! Oh. Alors, ben, pendant ce temps-là, rien à manger encore une fois. Qu'est-ce que je trouve tout d'un coup? Un gars de mon commando qui était là, qui avait quitté le commando 8 jours avant moi. Je dis, bon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, toi? On m'a dit, l'autre jour, j'étais au camp, puis il y avait un départ de cultivateur qui était libérable aussi, puis il en manquait 2 au dernier moment. Alors, je me suis foutu sur les rampes, puis voilà, je suis arrivé là. Petit bon, il était gonflé, toi. Enfin bon. Alors, ben, on n'avait pas de sous, on ne pouvait pas manger non plus. On avait un petit peu d'eau chaude, et puis une grosse viande comme ça, pour la journée. Alors, le deuxième jour, on dit, bon, viens avec moi, on va aller voir les Marocains, les Algériens et compagnie là-bas. Eux, ils sortaient en ville, ils les laissaient sortir en ville. Bon. Alors, ils achetaient des trucs en ville, puis ils les revendaient au marché noir dans le camp, après ces enfants de putain. Alors, parfois, on passe au bout de leur chambrée, là. Tout d'un coup, on entend, oh, cabral chef! Oh, cabral chef! C'est ce mec-là. Un Marocain, qui avait été dans ma compagnie, que j'avais connu. Mais il ne courait pas les femmes, lui. Alors, en France, ça n'allait plus, ça. Le capitaine dit à son chef de groupe, un Marocain aussi, quand il ferait le con, tu prends une trite, tu lui envoies un coup sur la tête, il ira à l'hôpital, puis il sera muté ailleurs. Alors, il n'a pas attendu qu'il fasse le con, lui. Pam, on arrive. Alors, c'était lui. Bon, moi, j'étais pour rien dans le truc, moi. Ah, mais il me connaissait, forcément, aussi.
Alors, ah, dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire, tu veux manger, tu veux boire quelque chose. Dis non, je veux manger. Bon. Ah, dis, tu manges ce que tu veux. Mais on dit que le Sahabi, j'ai un copain, Wada Kif Kif, c'est la même chose. Ah, dit, vous mangez tous les deux. Bon. Il me dit, tous les jours, comme ça, à midi, tu viens manger. Alors pendant 8 jours, on est venu manger tous les jours à midi. Il n'a jamais rien demandé. Jamais. Ils sont bizarres, mais c'est des orientaux. Tu peux leur donner quelque chose, ils diront pas merci. Mais eux, par contre, ils peuvent te donner quelque chose sans savoir ni pourquoi ni comment. Et gratuitement. Et puis, ma foi, on a tenu le coup comme ça. Puis, ma foi, le voleur de robinet a été découvert. Il est retourné en Allemagne. Ça, lui, il ne l'avait pas volé. Enfin, bon. Et puis, j'ai été libéré. Puis, je m'amène chez mes parents vers minuit encore ce soir-là. Top, top. C'est moi. Ah bon? Il ne savait pas où j'étais, bien sûr. Il s'est dit, il y a Broy qui nous a dit que tu arrivais, mais tu venais pas. On s'est dit, il a mal vu. Il m'a dit, non, c'est bien moi. J'ai raconté le topo, quoi. Puis alors, après, tous les mois, il fallait se faire pointer à les commandants de tour. Soit à Luçon, soit à Fontenay-le-Comte, soit à La Roche-sur-Yon. On arrive à Luçon, on disait, ah non, c'est pas là aujourd'hui, c'est à La Roche-sur-Yon. Merde. Alors, on prenait nos vélos, on était deux. Puis allez, on faisait des kilomètres. On était habitués à l'époque. C'est bon qu'il y avait 2 ou 3 pneus par vélo, parce qu'on n'en trouvait pas des neufs. Puis un beau jour, je me suis dit, voyons, je me suis marié. J'ai fait du bois. Chez nous, là-bas, un hiver, j'ai pris 2,5 hectares de bois à faire tout seul. Ça faisait beaucoup. On était payé au ster, au fagot et au bouchot. Des bouchots pour les moules. Finalement, je gagnais bien ma cause, j'étais payé aux pièces. J'arrivais dans le bois, le matin, en plein hiver, jusqu'à on commençait à y voir clair. J'avais 3 kilomètres à faire à pied pour y aller. Pour passer des échalets, des échalades, tout le tremblement. Pas moyen d'aller sur la route, les Allemands étaient là, il n'était pas question d'y aller. Puis j'arrivais là-bas quand je commençais à y voir clair. Je commençais à travailler. Puis je m'en allais le soir quand je voyais plus. 3 kilomètres encore à faire à pied. Puis alors à midi, je huchais, comme on dit. Alors les autres appliquaient aussi. Alors, on avait fait une espèce de baraque en bois avec des fagots. Puis on faisait un grand feu. On se dépêchait à manger parce qu'on chauffait le devant, mais le derrière était gelé. Bon. Enfin bon. Puis là-dessus, je me suis marié. Puis je me suis dit, voyons, je suis de la classe 40. D'ici que les Schleux me renvoient dans le Grand Reich, il n'y a pas des tas de kilomètres. Je suis entré dans la gendarmerie à ce moment-là. Manque de peau, c'est à Saint-Nazaire, à Mer-en-Pinouette. Sous les bombardements. Oh purée. Ce qui est rigolo, c'est que l'adjudant de Saint-Hermine vient me trouver un jour et dit, bon, vous avez passé un examen chez eux. T'es affecté à la brigade de mer. Ah, c'est où ça? Je dis, j'en sais rien. C'est une drôle de brigade alors. Tu rejoins Ancenis. Bon. Alors je prends le train tout seul. Je laisse la mariée. Et Hubert, qui était tout petit à ce moment-là. Non, Hubert n'était pas né. Puis moi, le gars Ancenis, j'arrive dans la nuit. J'ai attendu le matin pour sortir, encore une fois, à cause des Allemands. Je vais à la brigade locale d'Ancenis et la brigade de Méan. La brigade de Méan me dit l'adjudant, mais je ne sais pas du tout où elle est. Bordel de Dieu. Suite Saint-Hermine ne sait pas où elle est, vous non plus. Il dit, je vais demander au lieutenant. Le lieutenant, il téléphone. Il dit, je ne sais pas où elle est à ce moment. C'est une brigade fantôme ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors lui, il téléphone au colonel à Nantes. Il dit, mais pour l'instant, elle est repliée à Montoire de Bretagne. Ah. Pourquoi? Parce qu'à Pinouette, elle a été bombardée. C'est Pinouette, Saint-Nazaire, le port de Pinouette. Merde. Il y avait un concours, il y avait d'abord un examen à la brigade locale. Alors, selon les résultats, on était classés en fort, moyen ou faible. Alors, les forts, ils étaient affectés directement en brigade. Puis les autres faisaient 6 mois à l'école. Les moyens et les faibles. Alors, par contre, au bout de 6 mois, j'étais dans Capinouette, je faisais déjà des procès-verbaux comme père et mère, comme on dit, direction l'école. Mais 3 mois seulement. Alors, on n'était pas comme les autres. On connaissait déjà beaucoup de choses,
que les autres ont mis du temps à apprendre à l'école, forcément. On faisait ça, bulletin modèle 22, forcément. C'est le bulletin avec lequel on allait en service tous les jours. Moi, on le connaissait bien. Puis combien de choses. On avait fait des PV directement. En arrivant là-bas, c'est à ma mère, ça, ouais. Ils nous ont donné un thème. Allez, débrouillez-vous. On se l'est tous bien tirés. Alors finalement, bon, ben, on a pris, autrement dit, le problème dans un autre sens. Et on n'a pas commencé à zéro comme les autres, forcément. Et même du point de vue instruction générale, bon, ben, enfin, je me rappelle un jour, ils font un truc, il y avait une dictée. Il y avait cesse et apostrophe EST. Il y a un chef qui expliquait pronom relatif. Il y a un parmi nous qui lève le doigt. Il dit non, chef. Oh, c'est quoi alors? C'est un gallicisme de syntaxe. Vous êtes sûr? Je pense bien. Ah bon? On n'a plus jamais fait de dictée après. Il a fini d'ailleurs colonel, celui-là. Il était professeur avant, à un collège à Cholet. Il a fini lieutenant-colonel du colonel. Eh oui. Ce qui fait que... Puis au bout de 6 mois, il a fallu qu'on mette des galons, nous. Alors que les autres n'en avaient pas, ils étaient les gendarmes. Mais nous, au bout de 6 mois, il a fallu mettre des galons. Puis on se démerdait drôlement, nous, ça, de ce point de vue-là. C'était que dans les anciens militaires, il y avait des pilotes de chasse, même là-dedans. Il y avait des anciens marins, des zigomètres et tout le tremblement. Alors, on parlait d'un peu de tout dans les chambres, excepté gendarmerie, la plupart du temps. Puis alors, l'hiver, il faisait un froid. On n'avait pas beaucoup de bois. Et l'adjudant dit, putain, je sais pas comment vous démerdez, mais il y a toujours du feu chez vous. Ah, ça, mon adjudant se démerde. Forcément, parce qu'on était de corvée de bois de temps en temps. Alors on savait où était la clé du magasin de bois. Elle a dit, bon, ben dit les gars, vous savez pas, on va aller en chercher, nous. C'était con, il fallait qu'on traverse une autre chambre pour ça. Elle nous voyait traverser avec nos brossets de bois, ils n'ont jamais essayé d'en faire autant. On allait là-bas, on s'emmenait avec des brossets de bois 7 ou 8 d'un coup, on met ça dans les valises un peu partout, juste ce qu'il fallait à côté du poêle, c'est tout. Dans les valises, on sortait le bois de temps en temps. Et l'adjudant, mais je ne sais pas comment vous démerdez, mais... Ah, ça, on débrouille, mon adjudant, on débrouille. Parce que tous les dimanches, il y avait la descente de la quille. Ah, tous on était en slip, un manche à balai, on rendait les armes. On démontait le bordel. Alors, les gradés étaient invités à assister. Ah putain, faut être con quand même. À l'époque, moi j'avais quel âge? J'avais 23 ans. Ah oui. Saint-Nazaire était bombardé en permanence? En permanence, non, mais en fait très souvent. En tout cas. Puis alors, à la fin, il n'y avait plus, c'est plus qu'un tas de gravier, de bâtiments, de parpaings et compagnie. J'ai même vu un lièvre se promener un jour dans Saint-Nazaire même. Au bout de 2 ou 3 jours, après un bombardement, les pierres étaient relevées, ça donnait des apparences de rue quand même. Mais aussi, après un bombardement, c'est le bordel. Puis tout autour de la base sous-marine, qui était souvent bombardée, et puis jamais déglinguée, bien sûr. Ils ont laissé faire aussi les Anglais. Bande d'andouilles. Et comment vivaient les gens? Ils vivaient plutôt difficilement alors dans la poche. Ah, mais naturellement. Dans la poche, même, ils sont morts de faim, paraît-il, du côté de la Baule. Ouais. Alors, un bombardement aussi. Alors, là, quand j'ai fait des conférences là-dessus, j'ai toujours noté. À Donge. Donge a été bombardé 2 nuits de rang. Alors, allez voir comment. Un trou bouché l'autre, ainsi de suite. Et bon Dieu, bon Dieu. De Nantes, on est envoyé en renfort. 10. À vélo, bien entendu. Alors, le sous-directeur de la raffinerie de Donge, je le connaissais. Bon, c'était même un ami. Il dit, mais comment se fait-il qu'ils bombardent Donge? Il n'y a pas plus d'Allemands qu'ailleurs, il n'y a même pas de pétrole. Ah, mon pauvre ami. C'est la guerre, ça se voit. Parce que Donge, ça dépend de Pechelbrunn. Pechelbrunn, c'est alsacien. Il n'y a pas une action anglaise, anglo-américaine dedans. C'est que des Français. Ils se sont dit, belle occasion de ratatiner un concurrent à l'occasion de la guerre. C'est pour ça qu'ils ont tout bombardé. Bande de fumier. Ils avaient laissé des bombes à retardement qui pétaient 8 jours encore après. Alors nous qui étions en train de faire le service d'ordre là-dedans,
pour que personne vienne voler quoi que ce soit. Et ben, une fois ou deux, ben, on était juste parti une bombe à l'endroit où nous étions, bam! Ben, j'aurais tenu des anglo-américains à ce moment-là, j'aurais bousillé, moi. Bande de fumier. Alors là, ça je l'ai dit, ça tout simplement, c'était de l'économie, ça, tout simplement, et non pas la guerre. Il n'y avait pas d'Allemands dedans. Il n'y avait rien. On a dit, bon, un concurrent de baiser. Vas-y que je te... La poche de Saint-Nazaire, là-dessus, il y a... Voilà. La poche de Saint-Nazaire, c'est ça, la poche de Saint-Nazaire. Elle était limitée au nord, parce qu'elle débordait de l'autre côté de la Loire. Elle était limitée au nord par l'océan, par la Roche-Bernard, Saint-Gildas-des-Bois, Blain, Cambon, Saint-Étienne-de-Montluc et Cordemais. Et en dessous de la Loire, ça allait jusqu'à Pornic, le Clion et tout ça. Alors moi j'étais dans la poche nord, la plus importante. Il y avait 20 000 Allemands, d'ailleurs. C'était un amiral qui commandait tout cela. Et ça s'est formé là, autour de la base sous-marine, bien entendu, qui continuait à servir les sous-marins qui opéraient dans l'Atlantique. Alors les Alliés n'ont pas voulu perdre de temps à les réduire, parce qu'ils fonçaient vers l'Allemagne et vers Berlin. Et ça s'est résorbé tout seul après, à part la poche de Royan, qui a été imbécilement attaquée d'ailleurs par le général de l'Armina et compagnie, mais sur les ordres très certainement de De Gaulle. Alors là, je ne le félicite pas pour ça. S'il y a eu des morts, pour rien. Il serait tombé cette poche de Royan, comme les autres, à la fin finale, c'est-à-dire au mois de mai 40. On était libérés le 9 mai 1945, pardon. Alors que l'Allemagne a terminé le 8 mai, un jour avant. Oui, et après, vous, c'était l'armistice à Cordemais, en fait, c'est ça. Comment? C'était l'armistice à Cordemais. Cordemais, oui, ou plutôt à Bouvron, ça s'est signé. Alors, ce qu'il y a de rigolo, nous, on était déjà rendus à mon tour de Bretagne, les voitures qui passaient, les Allemands, par ici la bonne soupe, allez au boulot, on les mettait à nettoyer. Ça mène une voiture avec un fagnon, un général. Ah, vous allez où? A dit, on va signer l'armistice à Bouvron. Si vous nous arrêtez, elle ne sera pas signée. Bon, d'accord, allez-y alors. C'est pour ça. Lorsque la poche a été formée, on a reçu un ordre de Nantes libéré de rester dans la poche. Si nous partions, nous serions considérés comme déserteurs. Ah ben ça alors, c'est trop fort. Notre boulot, eh bien, c'était vis-à-vis de la Feldgendarmerie allemande, eh bien, de préserver les civils autant que faire se peut, contre leurs atteintes. Parce que là, ce qu'il fallait aussi, eh bien, il fallait aller dans les fermes, prendre des bêtes pour la population civile. Mais les Allemands faisaient autant pour eux aussi. Alors, ben, eux, ils passaient, ils marquaient une bête la plus belle. Nous, on tâchait d'enlever leur truc, on le mettait sur une vache mal fichue. Ça marchait pas toujours, mais enfin, bon. Alors, autrement dit, nous étions là pour défendre la population civile contre les Allemands, contre la police allemande en particulier. Voilà. C'était notre boulot, ça. Un jour, on vient me dire à la brigade, j'étais planton, ce soir, minuit, Lavaux-sur-Loire, chez Moyon. C'est tout. Puis les gars, ils sont bons. C'était pour passer en zone libre, ça. Alors, c'était pour le gendarme Pérou. C'est lui qui avait demandé. Mais Pérou était en tournée, il reviendrait pas le lendemain. Il merde, mon frère. Le chef est en tournée, mais il arrive de tournée, il était de Saint-Hermine, lui. Mougno. Il a un de ses fils qui habite à Saint-Hilaire-de-Riez, d'ailleurs. Il dit, bon, mais chef, dit ici, il y a une place, si vous voulez y aller. À tout seigneur, tout honneur. Oh, mais dis non, c'est trop dangereux, tout machin, c'est aléatoire. Parce que si personne n'y va, moi je vais y aller. Je vais aller à ma femme et puis voir mon gamin. Bon, d'accord. Vous l'aviez pas vu, votre gamin, encore? Ah si, j'avais déjà vu quand même, mais il était tout petit, tout petit. Enfin bon. Alors, je prends mon vélo, je me mets en civil, je prends mon vélo, puis j'arrive à Lavaux-sur-Loire. Ça, c'est le passage, ça. Et puis, ma foi, Mouillon.
cette maison. Bon, j'arrive devant la maison avec une bonne femme, dit Monsieur Moyon, c'est là? Il est là? Oui, il me dit, mais pas très rassuré. Il dit, je suis un gendarme de Savenay. On est venu me dire aujourd'hui qu'il va aller me rendre chez vous. Ah bon, alors on a fait rentrer. Puis alors, Moyon et puis Bertreux, les deux passeurs, se ramènent un moment après. On a bien un coup, puis j'ai mangé avec non, Bertreux est retourné chez lui. Et avec Moyon, puis sa femme, on a mangé ensemble. Puis vers minuit moins le quart, Bertreux est revenu. Bon, on dit, mais il faut qu'on y aille. Malheureusement, il fait un clair de lune. On y voit comme en plein jour. Il faut qu'on passe à 70-80 mètres maximum d'un bateau allemand sur la Loire. Ils vont nous voir comme en plein jour. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux officiers américains évadés d'un camp de Saint-Nazaire. Ils étaient en avion, ils étaient descendus. Il faut qu'on les emmène. Alors, je ne sais pas comment faire. Parce il y a 20 000 francs par tête de pipe pour celui qui les ramènera aux Allemands. Alors, ils sont cherchés, ils ont été recherchés de tous les côtés. Alors, non, ils sont arrivés dans un bateau lavoir en bordure de la Loire. On ne sait pas trop comment faire. Ils sont partis à 4 du camp. 2 Américains, un Anglais et un Français. Ils sont entrés dans une ferme pour avoir à manger. Le Français est sorti avec une fourche, puis il en a tué un, il a tué le Français, puis blessé l'Anglais. Alors les deux Anglais, les 2 Américains, à dégager. Alors depuis, il dit, bon ben, ça fait tout un bordel, ils étaient recherchés. Bon. Alors il faut qu'on les emmène, c'est ça? Autrement, on ne sortirait pas. Ah ben non. Enfin, nous voilà partis. On prend une plate, comme ils disent, sur la boue. Il a fallu les trimballer 200 mètres sur la boue avant d'arriver en eau profonde. Mon sacré Moyon, lui, qui avait un bon coup dans le nez, lui. Il avait bien vu. Vous entendez les canards qui se sauvent. C'est la dernière fois qu'on les entend. On n'entendra plus. C'est terminé. C'est fini. On est baisé ce soir, ça. On dit, écoute, toi, ferme ta gueule, hein, dit Bertreux. La fois, on monte dans une chaloupe plus grande. Mon Moyon, il s'assied à l'arrière. Il se met à roupiller. Bertreux me dit, laisse-le dormir. Il nous fout la paix pendant ce temps-là. Il dit complètement, c'est sous la gueule pour pas avoir peur, lui. Bon, alors nous voilà partis. Alors, on a été chercher les Américains dans leur bateau lavoir. Ils étaient habillés jaunes bleu de chauffe. Il faisait pas chaud, c'était à la fin novembre, quand même. Fin novembre 44, ça. Oui. Et puis, ils embarquent. Puis nous voilà partis. Eh oui, mais les bateaux allemands qui barraient la Loire à Cordemais, on les voyait depuis 1 kilomètre. Jamais on passera. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, tu me demandes ça, toi, t'es pêcheur professionnel sur la Loire, tu sais comment, puis t'as déjà fait des passages. Bon, alors, c'est pas moi je suis nouveau là-dedans, moi, j'y peux rien. Ici, on pourrait peut-être se mettre dans les roseaux, il va peut-être venir un nuage, je dis, sait-on jamais. On était 2 heures dans les roseaux, mais rien. Enfin, tant pis. C'était pas à cause de ces 2 cons-là, qui parlaient pas un mot de français d'ailleurs, en retournant, on s'en dirait pas, mais on sait pas où les mettre. On l'a parti. Enfin, alors, il dit, bon, ben, je vais nager tout seul, dit Bertreux. Alors, comme il tournait le dos à la direction prise, et toi, tu fais le navigateur. Ben oui, d'accord. Je voyais les bateaux qui approchaient. Je me dis, bon Dieu, jamais on passera. C'est pas possible. Il me dit, sais-tu nager? Il dit non. Et parce qu'autrement, ils entendent du bruit, tout fonctionne en même temps. Les projecteurs, la mitrailleuse, les canons. Après, se jeter à l'eau. Il dit, passe pas trop loin il y avait une île, où il y a maintenant une centrale nucléaire. Je me cramponnais dans les roseaux, nom de Dieu. Puis ma femme arrive presque devant, alors. Les Américains baissaient la tête. Tout doucement, tout doucement. Je prenais de l'eau, moi, buvais ça dans les tolets, des rames pour pas que ça grince. Je voyais sur le bateau une petite flamme, une sentinelle qui devait fumer une cigarette. Enfin, on arrivait à passer devant. Tout, insensiblement. On devait se confondre avec la rive quand même, malgré tout. Puis, ma foi, bon,
On aurait voulu aller plus vite, mais il n'en est pas question. 100 mètres, 200 mètres. Ça allait mieux. Il dit, oui, mais dit Bertreux, il faut qu'on gagne le milieu de la Loire maintenant, parce que à terre, les lignes allemandes ne sont pas passées, ils vont nous tirer dessus. Alors, c'est au milieu de la Loire. Alors, les Américains, ils font signe que l'Université Columbia, qui savait nager. Bon, ben, ils prenaient les rames, parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Ah, là, ben, ça y allait, là. Il dit, maintenant, c'est pas le tout. Parce que tout à l'heure, on va aborder sur l'île où, là-bas, c'est des FFI, ils sont là-bas, mais ils tirent facilement sur n'importe qui. Alors, avant d'arriver, on a crié, oh, tirez pas, c'est Bertreux, là. Bon, d'accord. Alors, on a abordé chez les FFI. Ils nous ont emmenés dans une espèce de baraque qu'ils avaient, là. Il y avait un feu là-dedans. Parce qu'on était gelés, nous, forcément, fin novembre. Bon, pendant une demi-heure, tout d'un coup, il dit, il y a les Allemands qui attaquent le poste. Oh, putain de Dieu. Alors, on est passé le bazar, on va faire quoi? Prendre ici, maintenant. Enfin, tout le monde est sorti, excepté nous. Ils sont mis à tirer. Les Allemands aussi. Personne ne se voyait, très probablement, mais enfin, bon. Au bout d'une demi-heure, ma foi, tout le monde est rappliqué. Ça jouait de l'accordéon, là-dedans. Putain, c'est la guerre en chanson, là. Puis au jour, on a traversé la Loire pour atterrir au nord de la Loire, à Saint-Étienne-de-Montluc. Alors là, des officiers américains, des généraux américains, ils sont venus nous chercher. On leur a amené 2 officiers aviateurs. Alors, on était des héros. Alors, ils nous ont emmenés manger à leur Soldatenheim, à Nantes, où était le Soldatenheim allemand avant, avec des officiers supérieurs. Là-dessus, j'avais entendu dire, on dit oui, mais les Français ne veulent plus laisser passer personne en direction de la poche maintenant. Je dis merde, mais moi je suis considéré comme déserteur, moi, dans ce Dieu. J'ai été trouvé le chef du 2e bureau américain. Il dit voilà le topo, il faut absolument que je retourne dans la poche, mais le 2e bureau français ne donne plus de laisser passer. Bon, on dit, mais je vais pas vous en donner un, vous l'en donnerez, il sera bien obligé de vous laisser passer. Là. Alors, effectivement, je suis allé chez moi, à pied, en voiture à cheval. Puis j'ai passé 15 jours chez moi. J'ai ramené avec des gilets pour le chef et puis d'autres gendarmes qui étaient là-bas, dans la poche. Puis je suis revenu par le même... J'ai pas dit à ma femme par quel chemin j'étais venu. Enfin, je suis revenu par le même chemin. Je suis arrivé à Saint-Étienne-de-Montluc. Il y a un gars qui regardait le ciel, là, qui avait une 40aine d'années. Je m'approche, je dis, mais vous passez peut-être les lignes ce soir? Moi? Ah ben, je suis pas fou. Ah ben, certainement pas. Ah ben non, de Dieu. Je suis pas fou, moi. Ah bon, d'accord. Alors, le chef de la résistance, c'est un médecin. Un machin là-bas. Je ne dirai pas le nom maintenant. Enfin bon, j'ai attendu qu'il arrive, il est en tournée. Je me pointe, je le laisse passer. Américain, d'accord. Puis j'avais été au 2e bureau français avant. Ouais. Là, ils m'ont dit, putain, vous êtes bien vu. Les Américains ont confiance en vous. Ben, il dit oui. Vous me donnez à laisser passer aussi. Voilà. Pas de problème. J'ai vu comment c'était tout là-dedans. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Et heureusement pour un autre, plus tard après. Et puis, je rejoins donc le pays en question. Le médecin dit, bon, Arsène, vous passerez cet homme-là ce soir. C'est le bonhomme auquel j'avais demandé s'il passait les lignes. Bon, d'accord, dit l'autre. Ah, parce que moi, je ne savais pas qui vous étiez. Alors, pas d'histoire. Bon, on me dit, il y en avait 17 à passer dans un grand bateau. Mais devant, il faut qu'il y ait un petit bateau qui y aille 2 ou 3. Si vous faites coincer par les Allemands, vous criez « camarades » bien fort. Les autres derrière l'entendront, puis ils s'arrêteront. On dit « merde, alors nous, dans le coup, on est la chèvre, nous. Il y en a moins devant. » On était 2. Il faut un 3e. Un volontaire. Ah. Enfin, il y a un gars qui s'amène. Bon, je suis volontaire. Lieutenant FFI, un tel. Un bon gars, un petit rigolo, mais enfin, un bon gars quand même. Franc-maçon, d'ailleurs. Comment il s'appelait déjà? Enfin bref, je ne m'en souviens plus. Alors on a tous les 3 à bord, mais voilà parti. Alors il faisait nuit noire, là. Il n'y avait pas de lune du tout, là. On est passé à travers les bateaux allemands. 200 mètres, on a même allumé une cigarette. Faut être con un peu, mais enfin bon. Dans la nuit. Puis on est arrivé à Lavaux-sur-Loire. Eh bien, les autres sont arrivés 2 heures après seulement. On avait déjà dormi un bon coup, nous.
Et puis au jour, j'ai repris mon vélo, direction Savenay. Je suis retourné à la brigade. Avec les gilets, tout le bordel, j'ai ramené pour les autres aussi. Et oui. Et puis ma foi, ça s'est passé comme ça. Il n'empêche que 15 jours après, un jour, je vois arriver deux feldgendarmes, puis une femme. J'étais de planton, heureusement. Vous désirez? Ben, dit la bonne femme, c'est leur interprète. On nous a dit que un gendarme de chez vous avait franchi les lignes aller-retour récemment. Bibi, vous croyez à toutes ces conneries-là, vous? Le gendarme en question, il serait bien con d'aller en zone libre puis de revenir ici en pays occupé. Ben c'est bien ce que nous nous sommes dit. Bon, mais justement, alors donc, on voulait boire un coup. Parce qu'on avait une marine de cidre là-bas. Bon, un coup de cidre, bon, mais au plaisir, en dégagé, ils sont partis. Puis je me dis, merde, heureusement que c'était moi qui étais de planton, ça aurait été un autre. Il aurait pu se troubler, on ne sait jamais. Hein. Ouais, on n'a plus entendu parler après. Et ceux avec lesquels j'étais revenu, ils ont été coincés un mois après, à leur arrivée au port de Lavaux, avec des films, condamnés à mort. Bon, on a fait savoir à Nantes, nous. Alors, ils ont répondu aux Allemands, pour tout homme fusillé dans la poche, il y aura 10 Allemands fusillés à Nantes. Alors, condamné à perpétuité, tu parles, ça dure un mois ou deux après. On a fait la Nouba d'ailleurs après. Enfin bon. Et oui, c'était ça, la poche de Saint-Nazaire. Nous, on allait faire des enquêtes jusqu'au Croisic, jusqu'à La Roche-Bernard, à vélo à partir de Pontchâteau. On allait par exemple près des lignes. Bon, des paysans qui étaient là, ils attrapaient des obus américains souvent. Il y avait des morts, des blessés aussi. Il y en avait, ils s'en allaient. Ils disaient, oh les gars, venez nous aider à vider les caves de cidre, parce qu'il faut qu'on les laisse là. Alors on venait avec un petit coup dans le nez. Alors en revenant le soir, on trouvait les Allemands, ils tombaient des obus américains, qu'on avait d'ailleurs, nous, indiqué où il fallait qu'ils tirent. Les Allemands nous voyaient passer éberlués, ils disaient, putain, ces cons de Français, ils vont pas se faire baiser par un obus. Alors nous, on était là, on dit, tiens, il y a les troufions allemands, où ils sont là, dans les fossés. Ah, bande de cons, va, bande de trous du cul. Il fermait, il baissait le nez. Un jour, à côté de Savenay, il y a un carrefour, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y avait un Allemand qui était là aussi, puis avec son fusil. Il me dit, vous donnez vélo. Moi, donnez pas vélo. Alors il prend le vélo, je le prends de l'autre, je prends mon pétard, il dit, c'est ce qu'on va voir. Il dit, merde, il n'aura plus vite fait de servir du pétard que moi de mon fusil. Il dit, bon, ça va bien. Alors, d'accord, oui. Et n'y revient surtout pas, hein. T'as compris? À dégager. Non, mais oh. Ah non, parce que là, il voyait bien aussi que la fin était quand même proche. Bon, alors, il dit, il faut peut-être pas trop la ramener non plus, parce que un de ces jours, c'est eux qui vont nous mener par les callbacks, là. Ouais. Même le dernier jour, il y avait 2 gendarmes de la brigade qui étaient rendus je sais pas où. Ils tombent sur des feldgendarmes. Alors, ils leur ont donné leur pistolet et puis les boussoles qu'ils avaient. Puis pour nous, c'est fini. Alors au moins, vous allez les sauver, vous, d'accord? Parce que quand on était à Savenay, t'avais même des obus qui passaient par-dessus notre caserne qui allaient tomber plus loin. Des obus américains. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ces obus, on les dirigeait plus ou moins nous-mêmes. Parce que le gars qui était passé avec moi sur la Loire, au retour, le fameux officier FFI, là, il venait de temps en temps à la brigade, puis il dit, bon, alors les autres disaient, mais il me semble que vous avez déjà vu. Non, je suis un inconnu. Il dit, bon Dieu, mais si tu ne voulais pas te faire remarquer, c'est bien, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Alors, il me demandait les ponts qui étaient minés, où étaient les batteries allemandes et tout le bordel. C'est un bout de papier. Alors, devant les autres gendarmes, il enlevait sa semelle, il mettait dans la semelle. Alors après, les obus tombaient, mais disait, bordel de Dieu, on va comment pas se faire baiser par les obus qu'on a dirigés, aidés à diriger. Enfin, c'est comme ça. Eh oui, c'était ça. C'était de la défense passive aussi, ça. Ou même active, si l'on veut. D'accord. Eh oui, c'est du renseignement.
Mais ce qu'il faut surtout, c'est que entre les gens et les jeunes générations, il existe la plus grande fraternité pour éviter les guerres. C'est surtout ça. Parce que la guerre, dans quelque coin que ça puisse aller, de quelque façon que ça puisse se passer, c'est jamais bon. Il y a toujours des morts là-dedans. Des morts, et puis, il n'y a pas de morts, il y a au moins des gens blessés, puis des gens qui sont atteints dans leur chair, dans leurs biens et tout, dans leur famille. Alors, c'est jamais intéressant. L'autre jour, à Jean-Blou, l'ambassadrice de France me dit « On dit, monsieur Macto, vous venez donc absolument mettre quelque chose sur notre livre d'or. » C'est ce que j'ai mis, justement, ça. Ouais. Et à l'avenir, pour les jeunes générations, je demande une chose, qui pratiquent entre eux la fraternité la plus proche, de façon à éviter le plus possible les guerres. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Europe, je suis en train de trisser des louanges, d'adresser des louanges à tous ceux qui ont formé l'Europe, comme à Schuman et compagnie en particulier. Parce que depuis qu'il existe, on n'a pas eu de grande guerre, on n'a pas eu de guerre en Europe, à part les Yougoslaves, à un moment donné, mais enfin, c'était quand même secondaire. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Même à cause de ce con de Poutine là-bas, qui a l'air de vouloir engager quelque chose qui, à longue échéance, pourra amener encore une guerre en Europe. Sacré bordel de Dieu. Fumier. Enfin. Oui. Non, c'est ça ce que je leur disais. Je dirais aux jeunes. Surtout ne faites rien qui puisse déclencher une guerre. Car nous, quand on avait 18 ans, on était portés au baroud. On disait, non de Dieu, on va même pas déclarer la guerre à l'Allemagne. On ne demandait que ça, qu'en découdre, nous. Puis quand tu arrives à un certain âge, tu t'aperçois que tout ça, c'est de la foutaise. Que c'est générateur de malheur en tout genre.